j'ai eu la chance de sortir un peu de cette bulle de TikTok. Et tu vois, quand je côtoie le monde du cinéma, je sens que je suis tout en bas de l'échelle, tu vois. Et pareil, quand je côtoie des gens qui font de la télé, quand je côtoie des comédiens, j'ai joué dans un film l'année dernière. Et en fait, je comprenais bien que tout le monde m'appelait le TikToker, tu vois, ça se foutait un peu de ma gueule. Alors que moi, dans ma bulle de TikTok, tout le monde était là, waouh, tu joues dans un film, c'est une dinguerie. Mais dans le film, j'étais tout en bas, tu vois. Et ça, en fait, je le vois un peu comme un défi. Mais en fait, d'un côté, c'est frustrant, bien sûr, ça fait jamais plaisir quand tu sens que les gens te respectent pas trop. Mais moi, je le vois et je me dis, waouh, j'ai envie de leur montrer. Je peux vous lâcher une info, je crois que je l'ai dit nulle part. Salut, c'est Armand et Max. T'es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. On sort tout juste de l'épisode avec Antoine Raka, qui a près de 4 millions d'abonnés sur les réseaux et qui partage des vidéos de fiction. Antoine nous a partagé les débuts de son aventure en tant que créateur et cette envie cachée qu'il a depuis toujours de devenir créateur sur Internet. Pour réaliser son rêve, il rentre dans une école de cinéma, mais il comprend très vite que ce monde-là a un regard un peu condescendant envers la création sur Internet. Quelques années plus tard, il se retrouve invité au Festival de Cannes. Certains de ses courts-métrages font des millions de vues, comme celui où il a failli se faire casser la gueule par Ibra. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute. Si je te dis un cheveu blanc, tu penses à quoi ? Direct, ma première vidéo postée sur TikTok, c'est ça ? Ouais, exactement. C'était quoi la vidéo ? C'est une vidéo, cette vidéo, on en a un petit peu parlé tout à l'heure au déjeuner. En fait, c'est un repost d'une vidéo que j'avais fait sur Instagram. Et en fait, c'est ma période où je travaillais avec Greg Guillotin et où j'avais plus trop le temps de travailler mes vidéos YouTube parce que moi, je voulais faire des courts-métrages produits. Et en fait, je voulais quand même... j'ai toujours vécu un peu pour la création et j'ai toujours l'impression que j'existe pas quand je crée pas. Et du coup, à ces moments-là, j'ai essayé de faire des vidéos avec des trucs qui m'entouraient assez rapidement et tout. Et du coup, j'avais eu mon premier cheveu blanc. J'en ai fait une vidéo. Et à ce moment, quand j'ai commencé TikTok, c'est la première vidéo que j'ai postée parce qu'elle était dans ma galerie photo. Mais elle avait déjà plus de 6 mois, je crois. Mais c'est en effet la première vidéo que j'ai postée sur TikTok, qui est juste un repost d'un truc d'Instagram. Et pourquoi à ce moment tu dis je vais poster une vidéo sur TikTok ? C'est ce que je te raconte, ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure en dehors des micros. Mais en fait, moi, je fais des vidéos depuis longtemps. Je fais des vidéos depuis 2015-2016 où j'ai commencé par faire des vidéos un peu en mode Vine, des trucs un peu... Aujourd'hui, avec du recul, je trouve ça un peu éclaté, on va pas se mentir. Mais c'est des trucs genre, quand ton pote commande une pizza et toi tu manges des légumes à côté, du coup t'as un peu le seum et tout. Et ça marchait un peu. Et moi j'étais trop content parce que j'adorais YouTube, j'adorais tout ce monde-là. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos. Ça marchait un peu, j'ai réussi à avoir peut-être 15-20 000 abonnés sur Insta. Et je suis rentré dans une école de ciné. Et je vous raconte vraiment toute ma vie depuis le début. Je suis rentré dans une école de ciné. Et j'ai vu qu'il y avait un énorme mépris, entre guillemets, par les gens de ce monde-là pour ce que je faisais. Et moi aussi, j'étais pas super fier de ce que je faisais, tu vois. Il y avait ce truc de ça marchait, j'étais content, parce qu'en plus, je reprenais un peu les codes que je voyais à droite, à gauche. Mais je savais que j'avais plus envie de m'orienter vers des courts-métrages plus produits, des trucs comme ça. Donc, petit à petit, j'ai délaissé Instagram en me disant, vas-y, maintenant j'ai une petite audience, je vais me lancer sur YouTube, ça va marcher. Et ça n'a pas du tout marché, personne m'a suivi. Et petit à petit, je me suis mis à perdre mes abonnés sur Instagram parce que je passais des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois sans poster de vidéo. Et voilà, c'est là ma période de ma vie de 2016 à 2018 à peu près, où j'essayais vraiment de me lancer sur YouTube. Je faisais des courts-métrages et c'est là où j'avais du coup un concept. Je me rends compte que d'une question, je raconte toute ma vie. Mais j'avais un concept que j'avais développé avec un pote à moi, où je partais d'un article insolite, d'un titre d'un article insolite. Je racontais, par exemple, c'était un homme s'est garé sur un parking et il n'a pas retrouvé sa voiture avant 6 mois. Tu vois, il a cherché sa voiture pendant 6 mois, tellement le parking était grand et tout, il n'a pas retrouvé. Et ça, je racontais un peu l'histoire. Et ensuite, à partir de ça, je faisais un court-métrage. Et c'était un concept du coup de vidéo qui faisait 3-4 minutes et j'essayais d'en faire plein. Vraiment, c'était l'été 2017 où je me suis dit cet été je travaille pas, j'avais pas de thunes, je galérais de ouf, mais je me suis dit cet été je charbonne YouTube et ça n'a pas marché. Mais j'ai fait plein de vidéos mais qui me rapportaient pas d'argent du coup. Et suite à ça, j'ai continué mes études de cinéma et j'ai décroché un stage chez Greg Guillotin en tant que monteur. Et en fait, j'ai été pris grâce à mes vidéos YouTube, parce que mes vidéos faisaient pas de vues, ça faisait genre 100 vues,
Mais lui, quand j'ai envoyé mon CV, il a regardé ça. Il a fait en vrai, c'est pas trop mal. C'est juste que personne l'a regardé. Mais je dirais la qualité de montage, ça allait à peu près. Et du coup, j'ai été pris en stage là-bas. Et t'inquiète pas, je vais répondre à ta question. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai un peu délaissé tous mes réseaux parce que je me donnais corps et âme là-dedans. Et du coup, j'avais plus le temps. Et le week-end, je décompressais un peu, j'essayais de me reposer. Donc, ça devenait dur pour moi aussi de tourner et tout. J'ai quand même sorti quelques trucs, des courts-métrages et tout. Mais ça marchait pas. Et je savais bien que toute ma vie, j'allais pas être le monteur de Greg Guillotin. Du coup, j'ai essayé de faire des vidéos à gauche et à droite. Et un jour, en été 2019, je suis tombé sur une vidéo de Gary Vee sur TikTok qui disait « Vous allez voir, TikTok, ça va tout niquer. Si vous êtes créateur aujourd'hui, c'est sur TikTok que vous devez miser. Il faut arrêter de mépriser cette application. » Et moi, j'étais comme tout le monde. TikTok, je trouvais ça un peu... Quelqu'un essaie de rentrer dans la pièce. Non, moi, à cette époque-là, en 2019, j'étais un peu comme tout le monde. Je découvrais cette appli. On en entendait beaucoup parler parce qu'ils avaient mis beaucoup de budget en com. Il y avait beaucoup de pubs sur YouTube à l'époque. Mais le contenu, c'était pas vraiment ça. Il y avait beaucoup de danse, beaucoup de gens très jeunes. Et il n'y avait pas encore du contenu très intéressant sur la plateforme. Mais des mecs comme Gary Vee avaient déjà flairé le truc et avaient compris que c'était le futur. Et lui, il disait, plutôt que de détester comme tout le monde, postez vos vidéos dessus, essayez de vous faire une place. Et peut-être que vous allez être le nouveau big creator. J'imagine qu'il disait ça comme ça. Et moi, j'avais du coup, sur mon téléphone, ces vidéos que je postais sur Instagram. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter, je vais les mettre sur TikTok. Et je crois que j'en ai mis 3-4 à la suite. Et direct, ça a fait... c'est pas énorme non plus, mais ça a fait peut-être 10 000 vues, 15 000 vues la première semaine. Et moi, j'étais scotché. Je me disais, quoi ? Mais attends, c'est des vraies vues, ça ? Et je me disais, mais c'est pas possible. Ma vidéo, je l'ai mise sur Instagram, elle a fait 200 vues. Il n'y a pas eu de commentaires. Et là, elle est sur TikTok. Les gens disent MDR, c'est marrant et tout. Sur une plateforme sur laquelle tu n'avais pas du tout de communauté, pas d'abonnés en plus. J'avais rien du tout. Et en plus, j'avais posté ça. Et tu sais, c'était le format Instagram en 4 tiers, je crois que c'est ça. Ouais. Et non, c'est pas 4 tiers, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, il y avait des bandes noires en haut en bas, tu vois, je savais que c'était pas bien optimisé. Puis il y avait des sous-titres, à l'époque ça se faisait pas trop, des sous-titres sur les vidéos et tout. Et j'étais grave surpris. Et d'un côté, j'étais trop content. En fait, c'est la première fois que j'ai eu un peu ce pic de dopamine de putain, en fait, des gens regardent ce que tu fais et mettent un commentaire vraiment en rapport avec ce que tu fais et tout. Et c'est là où je me suis dit, waouh! Mais attends, au lieu de faire mes vidéos sur YouTube, sur Insta, je vais les faire sur TikTok. Et je me rappelle de ce jour-là, je me rappelle précisément, c'était un dimanche, je travaillais avec Greg Guillotin, c'était en hiver et tout, et je me suis dit, ok, je vais reprendre mon concept de lire des articles insolites, je vais oublier le court-métrage, je vais juste raconter l'article insolite. Et j'habitais à côté du bureau où je travaillais avec Greg, je suis allé le dimanche, j'avais tourné une vidéo chez moi, je l'ai montée sur l'ordi là-bas, parce que j'avais un ordi tout pété, je galérais à le faire chez moi. Et j'avais posté sur TikTok et ça avait fait 20 000 vues. Pareil, je me suis dit, waouh, dinguerie. Et c'est là où je me suis dit, ok, Antoine, si tu veux être maître de ton avenir, entre guillemets, je me suis dit, mais non, tu t'en fais une par semaine minimum. Et avec le taf à côté, c'était un peu chaud. Mais je me suis dit, non, c'est mort, je me lève plus tôt. Et en fait, j'en ai pas fait une par semaine, j'en ai fait une par jour. Et ça, c'était peut-être... février-mars 2020, février-mars 2020, juste avant le Covid. Et bon, j'ai peut-être pas réussi à tenir le une par jour à chaque fois, mais c'est là où je postais des vidéos. J'avais peut-être 10 000 abonnés sur TikTok. C'était monté vraiment organiquement. Et j'étais trop en mode, c'est incroyable ce qui se passe. J'avais pas vraiment de communauté, tu vois, les gens ils me connaissaient pas et tout. Mais dès que je postais un truc, ça faisait un peu des vues. Et c'est la première fois que j'avais ça. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a trop un truc à faire sur cette appli. Et même si j'avais 24 ans à l'époque, et aucun de mes potes n'utilisait TikTok, aucun des gens que je connaissais n'utilisait TikTok, quand j'osais en parler vite fait, les gens me disaient, oula, de quoi tu parles, mec, et tout. Et ça n'avait pas une super réputation. Et du coup, j'ai fait ça dans mon coin sans en parler à personne. Et voilà, je vais te laisser poser des questions, je vais pas raconter toute ma vie. Aujourd'hui, juste, t'as plus 10 000 abonnés ? Non. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous en dire un peu plus sur ton compte, t'as combien de personnes qui te suivent, t'as publié combien de vidéos à date ? Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Antion Raka, mon prénom c'est Antion, mon nom de famille c'est Raka, et sur les réseaux, je m'appelle Antion Raka. J'ai beaucoup réfléchi à trouver ce pseudo. Ce que je fais, du coup, je fais tout un tas de vidéos courtes et j'en ai posté 1000, 1200 peut-être, un truc comme ça, je sais pas exactement.
mais plus de 1000, je crois. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Tu fais quoi sur tes vidéos courtes ? Elles parlent de toujours les headlines d'articles ou est-ce que tu as... En fait, je raconte beaucoup d'histoires. Soit je raconte des histoires vraies, des articles insolites, soit je fais beaucoup de fiction. En fait, aujourd'hui, la majorité de mon contenu, c'est des fictions. Parce que, comme je l'ai brièvement dit, moi, j'ai fait une école de ciné, j'ai toujours été fan de films, de cinéma et tout, même si je suis pas le plus grand des cinéphiles. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un bon compromis. J'arrive à faire des mini courts-métrages au format court, vertical. Et c'est ce que je kiffe le plus faire. Et en parallèle, je fais aussi toutes sortes de concepts. Je fais aussi des trucs qui me font kiffer, qui peuvent pas trop rentrer dans des cases. Mais j'essaie de divertir les gens, quoi. Ça t'a appris quoi de faire un stage avec Greg Guillotin ? En vrai, ça m'a appris beaucoup de choses. Pas ce que j'aurais pensé, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que, pour te remettre dans le contexte, j'en ai un peu parlé. En fait, c'était pas une période de ma vie très cool, entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, moi je faisais des vidéos depuis 2015, ça a toujours été ma passion. Depuis 2012, je suis fan de YouTube, je regarde tout, les vidéos Minecraft, vraiment, je ponçais les vidéos Minecraft, je regardais tout. Et j'ai toujours rêvé secrètement d'être youtubeur, mais je me l'avouais pas déjà. Et aussi, je viens du sud-ouest, moi j'ai grandi à Dax, dans le sud-ouest, c'est une ville où déjà devenir youtubeur, alors personne n'y pense. Enfin, aujourd'hui, ça a sûrement changé. Mais moi, quand j'étais au lycée, déjà, il y avait des gens qui regardaient YouTube, il n'y en avait pas beaucoup. Et des gens qui se pensaient capables de devenir youtubeur, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et du coup, j'en parlais à personne. Je partageais ça avec personne. Et je savais au fond de moi que je rêvais de faire ça. J'essayais vite fait, mais ça marchait pas. J'avais pas les compétences techniques, j'avais pas l'argent, j'avais pas de caméra. Mes parents, ils avaient pas de caméra, ils avaient rien à me prêter, tu vois. Et du coup, je pouvais pas trop faire ça. Et ainsi de suite, je vais la faire rapide. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à faire des trucs avec mon téléphone sur Instagram. Ça a marché un petit peu. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir devenir créateur et tout. C'était époque 2015-2016. Mais ça s'est cassé la gueule parce que j'avais pas un rythme suffisamment soutenu et tout. Et là, je suis monté à Paris, je suis arrivé dans une école de ciné et c'était un peu la désillusion. J'ai vu que, en fait, j'étais comme les autres et que j'avais pas de contact, je savais pas quoi faire. Je voulais faire un peu de ciné, un peu d'internet, mais les deux c'était compliqué d'accès et tout. Et tous les jours, je perdais des abonnés sur Instagram. Du coup, je me rendais compte que ça, c'était un truc qui allait m'amener nulle part. Mais juste, je l'assumais un peu plus, que je kiffais YouTube, etc. Mais même dans cette école de ciné, quand j'ai trouvé mon stage en tant que monteur chez Greg Guillotin, il y en a plein qui disaient « Oula, mais tu vas être monteur YouTube, tu vas pas faire du montage de cinéma, tu vois ?» Et là, je l'avais assumé un peu et je me suis... Et en fait, en intégrant cette équipe, putain, je me rends compte que je fais des phrases de fou, je suis désolé. On a le temps, t'inquiète. Mais justement, dans cette période de ma vie là où j'étais un peu en mode mon rêve, je sais pas si je vais l'atteindre, à la fois le cinéma, à la fois YouTube, à la fois tout ça, je me disais putain, c'est chaud. Et je faisais beaucoup de vidéos qui marchaient pas. Et en fait, quand j'ai pu avoir un stage chez Greg Guillotin, déjà au-delà de pouvoir intégrer une équipe qui pour moi était un modèle, j'étais trop content. Et en plus, surtout, au-delà de ça, tu vois, il m'a appris des choses, il m'a appris le montage, il m'a appris à avoir confiance en mes trucs. Mais surtout d'être là, du coup, j'ai côtoyé des gens qui vivaient de YouTube, qui vivaient de l'influence, entre guillemets, tu vois. Bon, lui, c'est vraiment un créateur de caméras cachées, etc. Et en fait, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans avec lui, 6 mois en stage, et ensuite 1 an et demi en tant que j'étais en freelance. Et en fait, d'être entouré de gens qui vivent ça comme un métier, genre je me suis dit, mais en fait, ça, tu vois, pour eux, c'est normal que ça soit un métier. C'est possible. Et je me suis dit, c'est possible, mais au-delà de ça, j'avais le sentiment d'être moins seul. Parce que tu vois, moi, j'ai des potes qui sont pas du tout dans la création artistique, ils sont dans la finance, ils sont dans les écoles de commerce, ils sont dans, je sais pas, kiné, tout ça. Et quand moi, je faisais des vidéos, déjà, bon, ils me disaient, bon, t'es un peu fou, mec, pourquoi tu fais ça? Tu t'affiches, tu vois. Et moi j'avais ce besoin de créer et là du coup j'étais entouré par des créateurs et j'ai kiffé ça, même si pareil, en fait je voyais un peu mon rêve de près mais il était loin, tu vois. Je me disais comment je vais réussir à faire ça et voilà, c'est, je dirais, la plus grande chose que j'ai retenue d'avoir travaillé avec Greg, c'est de me dire, tu vois mec,
tu peux côtoyer des gens qui sont des créateurs. Je voyais comment ça marche avec les agences, je vois comment ça marche la relation avec les abonnés, la pression, tout ça. Et je pense que c'est ce qui a été le plus enrichissant pour moi. C'est quoi ton plus beau souvenir, peut-être d'un tournage avec Greg ? Parce que les expériences de Greg sont quand même assez intenses. Parfois, on voit des vidéos. C'est très intense, c'est très intense. Mon plus beau souvenir d'un tournage avec Greg, je dirais que c'est mon premier vrai tournage où je suis arrivé. En fait, moi, au départ, j'étais censé être monteur, mais vraiment, je me donnais à fond parce que je voulais... Déjà, niveau thune, j'avais besoin d'argent, tu vois, donc je me disais, je suis en stage, si après le stage, il y a moyen d'avoir un petit poste, tu vois, trop bien, parce que j'étais encore en études, il me restait 1 an et demi d'études de ciné, mais j'avais besoin d'argent pour vivre. Et du coup, j'ai commencé à lui faire comprendre que je pouvais cadrer aussi sur les tournages et tout. Et du coup, j'ai été cadreur sur l'agent immobilier, le pire stagiaire agent immobilier. C'était mon premier tournage. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais... je l'ai vu il y a longtemps, je pense. Ouais, c'est Otavio, l'agent immobilier. Et c'était trop bien. Je crois que une des fois où j'ai le plus ri dans ma vie, tu vois. Et en fait, cette époque, elle était bien parce que j'avais pas encore vraiment de pression de la part de Greg, vu que j'étais stagiaire, j'étais arrivé il y a pas longtemps. Et du coup, c'était que du kiff. Après, où là, c'est devenu un peu moins du kiff sur la longueur. Je sais pas si on va détailler ça. Mais ouais, là, vraiment, on s'était bien marré. Parce que Greg, du coup, pour ceux qui le connaissent pas, fait des caméras cachées où il piège des gens. Donc là, j'imagine qu'il piégeait les clients d'une agence immobilière. Non, là, il piégeait... Ou l'agence immobilière. En fait, c'était son concept qui s'appelle le pire stagiaire. En fait, on fait croire que c'est une émission télé en fait, une émission télé où il y a un stagiaire qui vient pour apprendre le métier. Et en fait, tout le monde est dans la complicité, sauf le piégé, et qui là était l'agent immobilier, qui pensait avoir un stagiaire. Et en fait, il faisait n'importe quoi. Et... ceux qui connaissent pas, allez regarder, c'est quand même je pense que c'est quand même un monument d'internet aujourd'hui, cette série. J'ai vraiment bien kiffé cette série d'épisodes. J'ai en mémoire quelques épisodes qui partent complètement en live. Ouais, il a été fort pour rebondir là-dessus. Par rapport à ton école de cinéma, tu disais du coup déjà au lycée, tu matais YouTube à fond et tu avais peut-être inconsciemment dans un coin de ta tête déjà le rêve de devenir créateur. Est-ce que tu fais une école de ciné pour intégrer ce monde-là de la création de contenu ? Est-ce que tu fais une école de ciné en disant je veux intégrer le monde du cinéma ? Ouais, vraiment. En fait, moi, j'ai toujours eu un profil genre collège, lycée à peu près scientifique. Et même si au fond de moi, je pense que je suis un peu plus créatif que scientifique. Et en fait, je viens, comme je vous ai dit, du sud-ouest. J'ai des parents qui sont pas du tout, même consommateurs, tu vois. Ils m'ont jamais trop dit j'adore ce film, j'adore cette musique, j'adore ça, tu vois. Ils m'ont jamais trop parlé de ça. Et du coup, je me suis toujours dirigé vers des trucs scientifiques. J'ai fait un bac S. Et juste après mon bac S, vraiment, je vous raconte toute ma vie, les gars. Vous allez pouvoir écrire ma biographie après. Genre, je pensais faire une école d'informatique après le bac, tu vois. Une école d'informatique à Paris. Je suis monté sur Paris, j'ai fait une école d'informatique. J'ai tenu 4 jours. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que en fait, je voulais pas du tout faire ça de ma vie. Du coup, je vous épargne les détails. Je me suis cherché pendant 3 ans. J'ai fait d'autres études scientifiques. J'ai fait un DUT génie des matériaux à Bordeaux. Et c'est là où j'ai enfin assumé que je voulais faire des vidéos. Et j'ai commencé à faire des vidéos à côté des cours. Et c'est là où ça marchait un peu sur Instagram. Okay. Et à ce moment-là, du coup, un DUT, c'est en 2 ans. Et moi, mon père, il me butait si je faisais pas un bac plus 5, tu vois. Et je lui avais un peu vendu le truc en mode t'inquiète, après mon DUT, j'intégrerai une école d'ingénieur, t'inquiète pas, je serai ingénieur. En fait, lui, il voulait à tout prix que je sois ingénieur. Et un jour, ça marchait un peu sur Instagram. Du coup, moi, je me suis dit, il faut que je monte à Paris, il faut que j'intègre ce milieu. Et c'est là où j'ai fait des recherches. Et je me suis dit, je peux intégrer une école de cinéma. Et c'était en 3 ans, une école de cinéma. Et c'est un truc privé qui coûte super cher. Et je me disais, je sais pas si je peux le faire, je sais pas si je peux me le permettre. Mais un jour, mon père, il m'a dit, un week-end, du coup, quand j'allais presque avoir fini mon DUT, il m'a dit, alors tu fais quelle école d'ingénieur ? Je lui ai dit, viens voir, et je lui ai montré le site d'une école de cinéma. Et il m'a regardé, il m'a fait, mais c'est pas une école d'ingénieur, ça ? Et je lui ai dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Et étonnamment, il a dit, ok. Et je sentais que ça le décevait, tu vois. Il s'est dit, ah merde, putain, il va pas être ingénieur. Mais là où il a été incroyable, c'est que ça coûte cher. Et il m'a dit, ok, tu vois, il m'a pas posé plus de questions que ça.
Et en fait, en parallèle, j'ai eu de la chance aussi parce que ma sœur, moi, je parlais de mes vidéos à personne, même à mes potes, j'en parlais pas trop. Et ma sœur était tombée dessus, ma sœur voyait que ça marchait un peu, et pour elle, 20 000 abonnés, j'étais une star de ouf. Donc, elle en avait parlé à mes parents. Enfin, mes parents sont divorcés, mais elle en avait parlé indépendamment ou deux. Et c'est là que mon père a su. Et pareil pour eux, ils se sont dit quoi, mais ça marche et tout, trop bien. Même si en réalité, je gagnais 0 € avec ça marchait pas tant que ça et tout. Et juste, ils m'ont permis de rentrer dans cette école de cinéma. Et moi, comme tu dis, mon but de fou, je me disais, si j'intègre une école de cinéma, je vais apprendre le montage, apprendre le cadrage. Et moi, mon but, c'était pas de faire du cinéma en premier lieu, c'était de faire du YouTube. Mais même si le cinéma m'attire énormément, à cette époque-là, je me disais plutôt, je vais choper les compétences et en faire du YouTube, tu vois. Et au moins au début, et après quand j'ai vu ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans l'école de cinéma, YouTube, Insta, tout ça, on n'aimait pas trop. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est pas terrible, il vaut mieux faire du ciné. Et c'est là où je me suis un peu perdu, tu vois. Et en fait, je dirais que le plus dur quand t'es créateur au début, c'est de l'assumer pour toi, de l'assumer envers les autres. Et en fait, je me rends compte que je faisais beaucoup de mes choix par rapport à ce qu'en pensent les autres, tu vois. Et aujourd'hui, je m'affranchis un peu de ça. Mais ça, on pourra en parler plus tard. T'es, je pense, un des rares créateurs, que ce soit TikToker ou YouTuber ou autre, qui a fait une école de cinéma. Et à mon avis, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. En quoi ça a fait de toi un créateur différent que ce que tu aurais pu être sans l'école de ciné? Je peux vous lâcher une info, je crois que je l'ai dit nulle part. Que tu as fait une école de ciné? Et si, que j'ai fait une école de ciné, ça je l'ai dit, mais que j'ai pas eu mon diplôme, ça je l'ai dit à personne. Est-ce que ton père est au courant? Ouais, mon père est au courant, c'est lui qui a reçu la lettre, c'est lui qui m'a appris. Mais est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? En quoi tu aurais été un créateur différent si tu n'avais pas eu ce que tu as appris en école de ciné? En fait, comment je peux répondre à ça? Peut-être des trucs que tu as appris qui ont fait de toi un meilleur créateur parce que tu es quand même un créateur assez unique quand on voit tout l'écosystème, tout le panel des TikTokers français. Déjà, tu as une approche fiction qui est relativement peu reprise sur TikTok. Est-ce que ça, c'est le cinéma qui t'a donné envie de faire de la fiction? Parce qu'au début, tu étais parti plutôt dans quelque chose de presque humour, tu faisais des petites blagues, etc., comme tu disais. Je dirais que l'école de cinéma a eu une influence là-dessus. Surtout, en fait, l'influence que ça a eu sur moi, c'est que je me suis rendu compte en fait, je t'ai parlé d'une période de ma vie que j'aimais pas trop. Il y a eu un peu une grande désillusion. Parce que quand je suis arrivé, je vous ai dit, j'ai vu le mépris, tout ça pour Internet. Et plus je restais dans cette école, plus je me suis rendu compte que c'était un peu du bullshit et que c'était tu payes et on t'apprend rien. Et tout ce qu'on t'apprend, je le savais déjà parce que j'avais regardé des tutos YouTube. On faisait 2 tournages dans l'année, mais c'était des tournages où tout le monde se prend pour Spielberg. On tourne avec des caméras qui coûtent cher. Le processus est très lent. Pendant 6 mois, tu prépares ton tournage. Ton tournage, il dure 2 jours. Mais du coup, si tu as un poste un peu éclaté, parce que tu dois choisir si tu es chef-op, réalisateur, si tu prends le son ou quoi, si tu as un poste un peu éclaté, tu travailles pas parce que tu n'es pas motivé par le truc. Et ça fait qu'au final, tu n'apprends pas grand-chose. Et honnêtement, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent faire une école de cinéma, réfléchissez-y parce que ça coûte très cher. Mais là où c'est très utile, c'est que tu vas rencontrer des gens qui aiment la même chose. Et comme je vous l'ai dit aussi, moi j'avais aucun pote qui était créatif entre guillemets, qui était là-dedans. Donc j'ai rencontré Thibaut, notamment avec qui je travaille aujourd'hui. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Et moi j'avais ce besoin aussi d'être entouré de gens qui pensent un peu comme moi et qui voient un peu la vie comme moi. Et c'est en ça que ça a été très bénéfique. Mais sinon tout le reste, non, franchement c'était pourri. C'était une école pétée. Mais c'est pour ça que je dis pas le nom. Mais en plus, je vous l'ai dit, j'ai pas eu mon diplôme parce que en 2e année, je me suis mis à travailler avec Greg Guillotin. J'ai commencé à gagner de l'argent. Moi, j'avais besoin de gagner de l'argent. Et surtout, Greg m'a pris en freelance pendant que j'étais encore en cours. Donc, j'ai commencé à aller beaucoup moins en cours et à charbonner les montages avec lui. Et un jour, en fait, j'ai raté mon diplôme parce qu'un jour, j'étais en tournage pour Le Pire Stagiaire, gérant de gîte. On est parti 2 jours dans la montagne. Incroyable. Et j'avais un devoir de montage à faire pour les cours que j'ai pas rendu. Et j'ai appris après que c'était un truc qui comptait pour les partiels de fin d'année. Donc j'ai eu 0. Et 0, c'est éliminatoire. Du coup, même si j'avais 11-12 de moyenne générale, ils m'ont refusé mon diplôme. Et ça, en fait, moi, j'étais un peu dévasté parce que c'est mon père qui a payé l'école et je me sentais redevable, tu vois. Et j'avais un peu gâché mon opportunité parce que
En fait, c'était trop compliqué. Quand je travaillais avec Greg, je me disais, il faut que je travaille de fond avec lui, il faut que je travaille à fond avec lui pour gagner de l'argent et pour m'ouvrir des portes pour après l'école de cinéma. Mais en même temps, j'avais raté mon école de cinéma et qui me refusait le diplôme. Et je me disais, putain, en fait, j'ai tout gâché parce que je voyais bien qu'avec Greg, j'allais pas devenir forcément un créateur. Tu vois, j'allais rester son monteur, son cadreur, même si c'était très bien. Les perspectives d'évolution n'étaient pas énormes non plus. Et là, c'était un peu chaud. Et je sais pas trop si ça répond à ta question, mais je pense que ce que ça a fait de moi aujourd'hui, c'est que j'ai aussi un peu ce background scientifique qui fait que j'intellectualise un peu tout ce que je fais quand même. Et qui fait que dans toutes mes approches de vidéo, etc., tu as dit j'ai commencé par l'humour, parce que c'est ce que... Je recopiais un peu ce que je voyais. Il y a toujours eu un peu d'humour sur YouTube, beaucoup. Et du coup, quand je faisait mes vidéos, je trouvais ça normal d'y ajouter de l'humour. Mais sur TikTok, en postant mes vidéos, je voyais que les vidéos qui marchaient le mieux, c'est celles où je faisais pas de blagues. Ça peut en dire long sur mon humour. mais je pense que ce que ça veut dire surtout, c'est que c'était... là, c'est en train de changer avec les vidéos plus longues. Mais c'était vraiment une plateforme où tu consommais du contenu très impactant. Et je me suis rendu compte que quand je faisais pas de blagues, ça allait plus vite à l'essentiel. Et ça faisait plus de vues. Et en fait, ça, je l'ai compris. Et je pense que c'est avant. En fait, j'avais du mal à raconter un article. Je me disais, je suis pas légitime, je suis pas journaliste, c'est pas moi qui ai écrit cet article. J'ai pas le droit de le raconter. Donc, je voulais rajouter une blague à la fin pour me dire, tu vois, c'est un peu une chronique où je fais des petites vannes, je suis un peu chroniqueur. Et du coup, je voulais à tout prix rajouter une vanne à la fin. Et vraiment, il y a des vidéos où je trouvais pas de vanne à faire, par contre là où je faisais pas de vanne, c'est quand il y avait un mort, tu vois, je me disais je peux pas faire une blague sur quelqu'un qui est mort, du coup je fais pas de vanne, et des fois je voyais que ça marchait de ouf, donc je me suis dit mais en fait c'est parce qu'il y a un plus grand watch time, parce que les vannes les gens regardent pas parce qu'ils ont déjà eu toutes les infos, donc j'ai arrêté petit à petit, voilà. Et donc tu es passé sur un type de vidéo où tu racontais des articles que tu trouvais en ligne, comment tu... C'était quoi ton process un peu pour te dire, tiens, il y a cette histoire qui est intéressante, je peux en parler en vidéo? Ça, je pense que c'est intéressant que je le dise, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, dans ma vie compliquée, quand il y a eu le Covid en 2020, je l'ai un peu dit, moi je commençais à poster sur TikTok, ça marchait un peu, j'avais environ 10 000 abonnés. Et Greg Guillotin m'a dit, on travaille plus ensemble, c'est fini. Parce que j'étais en freelance, qu'il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Tu sais, je crois que c'était le jour du confinement. Il m'a dit, tous nos tournages qu'on devait faire avec Greg ont été annulés. On venait de finir le Pire stagiaire qui est sorti en 2020, donc on venait de finir les montages. Et il a eu raison, il avait plus besoin de moi et il n'allait pas me payer en travaillant à distance. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Et vu que j'étais en freelance, j'avais plus d'argent, plus rien. J'avais mon appart à Boulogne et j'avais 10 000 abonnés, 15 000 abonnés sur TikTok. Et je me suis dit, putain, c'est l'opportunité de ma vie, let's go, c'est maintenant qu'il faut que je fasse des vidéos. Et c'est là, du coup, j'avais mon concept d'article et je me suis dit, mais je mise tout là-dessus. Et je passais mes journées à écumer tous les sites d'articles. Tu vois, il y avait des sites que j'aimais bien parce qu'il y avait des trucs insolites. Et je prenais un article, je prenais le titre, je synthétisais un peu l'article et je tournais ma vidéo, je la montais. J'essayais de faire entre 3 et 4 vidéos par jour. Et voilà, je sais pas si j'y arrivais tous les jours, mais je travaillais peut-être 10 heures par jour là-dessus. Mais putain, j'adorais. Parce qu'en fait, c'était la première fois de ma vie où je faisais une vidéo, je la postais, j'avais direct des retours, tu vois. Et c'était un peu les balbutiements et il y avait un peu cet héritage de 5 ans à faire des vidéos sans que personne les regarde. Là, vraiment, ça allait tout seul et je me rappelle, je me suis un peu déconnecté de tous mes potes et tout parce que eux, ils gardaient une vie à peu près normale, même pendant le confinement. Moi, vraiment, je crois que je me levais à 13h, mais de 13h à 5h du mat, je faisais des vidéos tout le temps, tu vois. Et je trouvais ça trop bien. Et je sais pas si ça répond à la question, encore une fois, mais... Tu te souviens du moment où tu as atteint le 1 million d'abonnés, qui était quand même un marqueur de crédibilité, entre guillemets, important? Ouais, je m'en souviens, c'était en septembre 2020, je crois. Le premier 1 million d'abonnés. Et je pouvais pas encore vivre de mes vidéos à l'époque. En fait, comme je vous ai dit, en mars 2020, j'ai arrêté mon taf, j'avais de l'argent de côté et je m'étais dit... c'est le moment de faire des vidéos et tout. Je me suis dit, je me laisse 6 mois. Si dans 6 mois, je peux pas en vivre, je recherche du travail. Et 6 mois après, je pouvais toujours pas en vivre. Du coup, en septembre 2020, je pouvais pas en vivre. Et parce qu'il y avait pas encore d'OP, les marques étaient pas trop intéressées par TikTok. J'avais fait quelques trucs, mais tu gagnais peut-être 400 balles.
par-ci par-là. Mais du coup, j'avais tous mes potes qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais, gros, va chercher un taf. J'avais ma mère qui était super inquiète. Et moi, je me disais non, faut que je continue. Et je me suis dit vas-y, on est en septembre. J'avais vraiment pas beaucoup d'argent, tu vois, et je dépensais rien. Et je me disais juste ok, je me laisse jusqu'en décembre. Si en décembre, je peux pas en vivre, j'arrête. Et du coup, en septembre, j'ai eu 1 million d'abonnés. C'était un cap de fou, mais j'étais toujours tout seul dans mon appart. Je recommençais un peu à sortir parce que c'était un peu la période où ça allait mieux, ça a été adouci, mais dans ma tête, j'avais du mal à sortir de chez moi. Et c'est là où on peut le développer par la suite. Je suis devenu un peu matrixé par tout ça. Je me suis dit, il faut que je me donne à fond, il faut que je me donne à fond. Et en fait, j'arrêtais jamais. Et il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de soirée, il n'y avait rien. J'ai mis toute ma vie en pause. Je sortais plus, je voyais plus personne. Je faisais juste mes vidéos. Et j'étais tout seul d'ailleurs pour mon 1 million d'abonnés. Je sais qu'il y en a qui font des soirées et tout. Moi, j'étais tout seul. Et j'ai fait une vidéo. Je crois que c'est ça. Mais c'est un très bon souvenir parce que même si je pouvais pas en vivre, qu'il n'y avait pas encore de retombées, tu vois, j'avais des abonnés, c'était très bien, mais j'avais encore l'impression que c'était un peu faux parce que vu que je sortais pas, je me rendais pas compte qu'il y avait vraiment des gens qui me connaissaient. Du coup, je me faisais pas reconnaître. Et il n'y avait pas encore de social proof que j'ai un impact dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et il y avait juste ma mère qui suivait les vidéos parce qu'elle connaissait. Mes potes m'en parlaient pas parce qu'ils n'avaient pas trop TikTok. Et vu que je sortais pas dans la rue, personne m'en parlait. Personne me contactait par mail et tout. Mais ça a très vite changé. 2-3 mois après, comme je vous ai dit, je m'étais laissé jusqu'en décembre. Et surtout, juste après le 1 million, ou peut-être juste avant, j'ai rencontré Vito Vidéo, qui lui a joué un rôle crucial là-dedans parce que c'était le premier créateur TikTok que je rencontrais et qui lui était un peu plus âgé et qui avait un peu plus d'expérience de travail avec les marques, de envoyer des mails pour demander des partenariats, pour accepter d'écrire à des marques en se disant bon, au pire personne va me répondre. Tu vois, moi j'étais trop pudique, j'osais pas. Et du coup, j'attendais qu'on me contacte tout le temps, sauf que c'était 2020, c'était le début de TikTok, il n'y avait pas tant que ça dopé. Et du coup, je ne pouvais pas en vivre. Et lui, dès septembre, on a commencé à travailler ensemble pour faire des vidéos qui n'étaient pas rémunérées. Mais il m'a mis sur un coup avec le parc Astérix en septembre 2000, peut-être en octobre 2020, qui a été mon premier truc vraiment payé. Et là, c'était vraiment déjà bien payé. Donc, je me suis dit, ok, là, je pouvais pas encore en vivre, tu vois. Mais je me suis dit, d'ici quelques mois, c'est sûr que je peux. Donc, j'ai persévéré. Je crois qu'il nous avait parlé de cet épisode aussi, ouais. Parc Astérix, où pour lui aussi, mine de rien, ça avait été un peu un point de bascule où il s'est dit, tiens, il y a vraiment des OP intéressantes qui sont possibles à aller chercher sur TikTok. Ouais, c'était fou parce que c'était une OP Parc Astérix et TikTok. Les deux étaient en collaboration. Ils avaient contacté Vito et il lui avait proposé une somme d'argent. Et Vito a dit non, moi je veux la moitié, mais je veux travailler avec Antoine. Et déjà, c'est incroyable qui fait ça, tu vois, qui accepte que son salaire soit divisé par 2 pour travailler avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'était fou, tu vois, j'y croyais pas trop. Et c'était trop bien. C'était la deuxième fois qu'on travaillait ensemble, mais moi, c'était la première fois que j'étais vraiment invité dans un truc. On était logés au parc Astérix et tout. Je me rappelle, dans la chambre au parc Astérix, ils nous avaient logés, on avait dormi sur place et ils nous avaient offert 2 jours dans le parc, un jour de tournage et un jour où on pouvait venir avec des amis. Et je me rappelle, dans la chambre, je regardais le prospectus, je voyais, waouh, la chambre, elle coûte 400 balles et on paye pas, c'est fou et tout, tu vois. Et c'était le début et vraiment incroyable. Merci Vito. Vito qui a participé à aider énormément de créateurs. C'est dingue, on en parlait dans le podcast avec lui. Tu peux nous parler de, si je te dis SoShape plus Vito, tu penses à... Non, pas SoShape, les glaces, là, comment ça s'appelle, j'ai oublié. Yogurt Factory. Oui, voilà, Yogurt Factory. Tu peux nous raconter cette histoire ? Ouais, je sais pas si c'est la plus intéressante des histoires, mais on a... avec Vito, du coup, je crois que c'était nous qui étions à l'origine de ça. Ou c'était plus intéressant, on prend plus intéressant. Mais en fait, c'est une OP qu'on a fait avec Vito et Yogurt Factory, où on a... Attends, qu'est-ce que c'était déjà ? La glace au kebab, oui, voilà, c'était ça. Et c'était ça. Et on avait... ça fait un peu plus d'1 an. Et on avait fait toute une grosse fiction autour de ça, où on crée la glace au kebab, qui a été commercialisée en France, et où les gens pouvaient venir goûter la glace au kebab. Et ça a vraiment bien marché, ce truc. Et c'était cool.
T'as une autre histoire là, je te sens. Non, mais c'est en fait pour rebondir dessus avec Vito. Vito, il a aussi grave ce profil cinéma parce qu'il est photographe et réalisateur. Il a déjà réalisé des longs métrages et tout. Il en parle jamais, mais le mec a fait des longs métrages qui ont fait 10 millions de vues sur YouTube. Ouais. Qui fait ça, tu vois. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est mis un peu à faire des mini-fictions sur YouTube. Et ensuite, sur YouTube, pardon, sur TikTok. Et on avait fait un truc comme s'il y avait un clash entre nous deux. Et ça avait grave bien marché. Et c'est là où on s'est dit, waouh, mais en fait, on kiffe tous les deux la fiction. Viens, on en fait d'autres. On avait fait le Parc Astérix. Le Parc Astérix, en fait, on essayait de faire une fiction et de correspondre aux attentes de la marque. Et après, on a basé un peu notre business model là-dessus. On a compris que les gens veulent des histoires. Nous, on veut raconter des histoires. Et les marques veulent de la visibilité. Du coup, on a intégré une marque dans l'histoire. Et on a fait ça pendant pas mal de temps. Pendant un moment, on travaillait énormément ensemble. Et jusqu'en peut-être septembre 2021, où là, on travaillait un peu moins ensemble parce que lui, il s'est focus sur des projets un peu plus perso. Il a fait aussi un autre voyage à vélo. Et moi, j'ai embauché Thibaut, qui bosse avec moi. Du coup, on s'est pas perdu de vue, hein, on se voyait quand même beaucoup. Mais on a arrêté un peu de travailler ensemble. Parce que moi, en fait, je me suis toujours focus sur... j'ai grindé TikTok, en fait. Tu vois, je me suis dit, je veux continuer là-dessus. Et lui, il s'en est un peu détaché. Il a un peu cette envie de ne pas dépendre du réseau, de tout ça, et que je comprends très bien. Mais du coup, c'est là où on a un peu diminué notre travail ensemble. Tu as grindé, comme tu dis, sur TikTok, qui a amené à un moment qui, je sais pas à quel point c'était important pour toi, mais il y a quelques semaines, tu as reçu le For You Award, catégorie fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Victor qui a organisé une soirée pour récompenser des créateurs pour leur travail, pour leur création de contenu. Et donc, tu as été le grand gagnant de la catégorie fiction. C'était un moment important pour toi, ça représentait quelque chose? Ouais. Ou pas? Ouais. Je sais pas comment le dire avec des mots. Je me sentais un peu illégitime de gagner ce trophée parce que c'est une cérémonie qui est... Il n'y a pas que Victor qui bosse dessus, mais il est un peu l'initiateur du projet. Je me rappelle, en 2020, on en parlait déjà. Et il me disait, j'aimerais trop faire une cérémonie un peu comme les Césars, mais de TikTok. Et je disais, putain, c'est trop bien, vas-y, fonce. Et il l'a fait 1 an et quelques après. Et j'ai été nommé, j'ai gagné, je suis trop content, mais j'ai un peu ce sentiment d'être un peu illégitime et de me dire, c'est organisé par un mec que je connais très bien. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que je le mérite pas. Et en fait, j'étais aussi nommé avec des gens qui sont très talentueux à côté et qui ont moins d'abonnés. Et moi, je pensais pas du tout gagner parce que je me suis dit, ils vont sûrement jouer la carte de... Antion, aujourd'hui, il a quand même il a des abonnés, les autres n'en ont pas. Et il faut aussi donner envie aux autres de créer. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je vais pas gagner. De un, parce que c'est une cérémonie de mon pote. Il va peut-être pas vouloir... Enfin, c'est pas lui qui choisit les gagnants, mais... Je sais pas, j'étais persuadé que je gagnerais pas parce qu'ils allaient récompenser quelqu'un de plus jeune, de plus talentueux, de plus qui a moins d'abonnés pour montrer que en fait ton talent et ce que tu fais ne dépend pas de la social proof, les abonnés. Et du coup, j'étais persuadé que je gagnerais pas. Et j'ai gagné. J'étais surpris. Je l'ai dit, j'étais surpris, mais j'étais vraiment surpris. Et ouais, ça fait plaisir parce que après ça, à la fin de la cérémonie, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit c'était évident que c'est toi qui allais gagner. Et il disait heureusement que c'est toi qui as gagné et tout. Et ça, je me disais comment ça? Ah bon? Et en fait, c'est des trucs qui font plaisir parce que c'est toujours difficile quand tu es créateur sur Internet de... Enfin, moi, je me rends compte de ça que quand tu fais des vidéos qui font des vues, c'est un chiffre qui s'affiche. Tu vois, les commentaires, quand je ferme l'application, je les vois plus. Et je suis tout seul chez moi avec ma meuf. Et... du coup, je me rends pas compte de ça, tu vois. Je veux toujours faire des vidéos, faire les meilleures vidéos possibles, etc. Mais à la fin de la journée, je suis tout seul chez moi où je regarde la télé et je suis personne. Et sauf que là, je vois que quand je sors dans la rue maintenant, c'est impossible de pas me faire reconnaître, impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise un mot gentil sur les vidéos et tout. Et ça fait toujours bizarre et je pense que je m'y habitue pas encore, même si j'essaie de faire des efforts là-dessus. Et ça fait toujours plaisir d'avoir, comme j'en parlais tout à l'heure, mais une preuve dans la vraie vie que tes vidéos ont un impact sur les gens, même si j'imagine que je change la vie de personne, tu vois. Et je donne pas des conseils pour se sentir mieux et tout, mais c'est les gens qui me font moi me sentir mieux parce que je comprends que des gens regardent ce que je dis, ce que je fais. C'est cool.
Je trouvais qu'il y avait un gros parallèle, évident, comme tu l'as dit, entre les For You Awards et le Festival de Cannes, qui lui s'adresse plutôt au cinéma traditionnel. Est-ce que cet award, pour toi, c'était pas un peu un pied de nez, pour pas dire un doigt d'honneur au monde du cinéma, de dire, regardez, moi je fais des TikTok et j'ai aussi des prix, alors ça n'a peut-être pas la même envergure qu'un César, mais pour un milieu du cinéma qui, on en parlait tout à l'heure, est un peu méprisant, condescendant face aux créateurs de contenu, est-ce que ça n'a pas servi à te légitimer aux yeux de ce milieu ? Honnêtement, je pense pas. Je pense même que pour eux, c'est... Le monde du cinéma, on en parlait avant de tourner, c'est un monde qui est méprisant parce que c'est un monde qui... le cinéma, ça existe depuis des centaines d'années. Enfin voilà quoi, ça existe depuis longtemps et ils ont toujours été au top. Les acteurs de films ont toujours été considérés au sommet de la pyramide et même dans l'industrie, tu vois, le cinéma, c'est au-dessus de la télé, c'est au-dessus du divertissement, c'est au-dessus de tout ça. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qu'on le veuille ou non, c'est un peu aujourd'hui un Pierre Ninet est beaucoup plus invité dans tous les médias, que ce soit télé, que ce soit radio, que ce soit internet, qu'un Joyka ou un Squeezie, tu vois. Alors que j'imagine que Squeezie a une audience beaucoup plus grande. Mais en fait, le cinéma a cette position de on est les boss, tout le monde nous respecte. Alors qu'Internet, moi je pense que c'est Internet le boss, mais tout le monde ne le respecte pas. Et aujourd'hui, je suis beaucoup invité, moi, dans le monde du cinéma, etc. C'est trop cool. Mais je ressens un mépris énorme, tu vois. C'est un mépris, une sorte d'incompréhension et de peur. Et moi, quand je suis avec des gens qui font du ciné, ils me voient comme un mec qui illégitime de fou, tu vois. Ils disent, mais toi, tu t'amuses les gens. Ils ont l'impression que je suis chez moi, je suis là en train de me filmer, je fais 2-3 blagues et ça y est, ça fait des millions de vues. Ils ont un peu ce sentiment de, c'est pas taffé, c'est pas machin, c'est pas truc. Et justement, je pense que malheureusement, cette cérémonie, je pense que c'est pas suffisant. Parce que c'est un peu, on est entre nous, il n'y a que des créateurs du web. Du coup, d'un point de vue extérieur, je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Quotidien là-dessus, ils sont grave méprisants et en fait, ils essayent même pas de comprendre et de s'y intéresser. C'est plutôt en mode, regardez, ils s'amusent dans leur coin, ils essayent d'imiter les grands, mais ils y sont pas là, tu vois. Donc, je pense que malheureusement, c'est pas suffisant pour montrer aux aînés, enfin aux générations précédentes, que la création sur Internet, c'est le futur, c'est l'avenir, et c'est même le présent, tu vois. Mais ça viendra, on leur montrera, on va leur montrer. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi je pense qu'il faut, pour le cinéma, moi j'ai envie de... je sais pas si je le dis. Ça sort quand ça ? Dans 2 semaines je crois. 3 semaines ? 3 semaines. J'ai envie, moi j'aimerais bien... mettre un pied dans leur milieu pour leur montrer que tu vois ce qu'ils font et nous aussi on peut le faire. On n'a pas les budgets, on n'a pas les contacts, mais on a l'audience et c'est le plus important. Et que tu peux avoir le budget que tu veux et tout si les gens ne regardent pas ton film. Enfin, c'est le problème du cinéma aujourd'hui, et encore plus du cinéma français, c'est que ça convertit plus. En fait, il y a ça aussi, il y a un mépris qui augmente envers Internet et une incompréhension. Et Internet et les jeunes et tout ne se reconnaissent pas dans ce qui est fait par le cinéma. Et moi, sur Twitter, je vois tout le temps des gens qui disent « Mais le cinéma français, il n'y a rien d'intéressant ». Et bon, c'est pas vrai, parce qu'il y a des trucs très intéressants et des trucs très cool. Mais je pense qu'en majorité, les gens ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc j'ai envie de montrer que nous, on vient d'Internet, mais on peut faire ce que vous faites aussi. Et j'espère un jour avoir le talent et pouvoir faire un truc qui plaise aux gens d'Internet, mais qui soit, par exemple, un film, une série, un truc comme ça. Putain, j'en dirai pas plus. Petit spoiler. Et on voit petit à petit des créateurs qui mettent les pieds dans cet univers-là. J'ai plus en tête leur nom, mais il y avait un film Netflix dans lequel certains des acteurs principaux étaient des TikTokers. Et je trouvais ça... c'est pas Euphoria ? Peut-être pas Netflix, je sais plus. Tu parles peut-être de Netflix, il y a eu un film avec Paola Locatelli. Ah, peut-être, il y a pas longtemps, mais je sais pas à quel point c'est fait exprès ou pas. Je crois pas. J'avais lu des trucs, mais je connais pas l'histoire, mais je crois que c'est un peu un hasard, tu vois. Ils cherchaient surtout une comédienne métisse et tout qui rentrait dans certains critères, et vu qu'elle était... je sais pas exactement si elle est mannequin, actrice ou quoi, mais je crois qu'elle a été prise... Pour les critères de ressemblance, et en fait vu qu'elle est aussi influenceuse, ça a été le cas de
Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais non, en fait, c'est encore dur de... Moi, je le vois parce que je côtoie beaucoup le monde du cinéma en ce moment, parce que j'ai beaucoup de distributeurs ou de producteurs qui m'appellent, vu que ce que je fais sur Internet gravite autour du ciné. En fait, je fais beaucoup de la promotion d'autres films, mais en fait, c'est plutôt d'un point de vue... comment on dit, business, tu vois, qui font appel à moi, parce qu'ils savent que je touche l'audience qu'ils visent, tu vois. Mais je sens bien qu'ils aiment pas spécialement ce que je fais, qu'ils aiment pas... En fait, il y a une sorte d'incompréhension et pour eux... En fait, c'est le cinéma, c'est un process qui prend un temps fou. Et je comprends qu'ils comprennent pas ce qu'on fait. Mais nous, aujourd'hui, c'est vachement plus authentique et c'est vachement plus rapide. Et voilà, je me perds là-dedans, mais je pense qu'ils comprennent pas aussi. J'ai l'impression que ça te frustre, ouais, là tu vois, ça te fait chier. Ma gourde. Ça me fait pas forcément chier, en fait, je vois ça un peu comme un défi. Ça, je l'ai vraiment senti à Cannes. Et ça, je pense que c'est un truc cool à raconter. Il y a un truc que je vois, tu vois, TikTok, ça a créé un peu il y a un monde qui gravite autour de TikTok, tu vois, avec des créateurs et tout ça. Et dans ce monde, je crois que j'ai eu une place qui est assez bien, tu vois, si on prend une pyramide sociale. Les gens me mettent à une place, je sais pas si elle est justifiée, mais très souvent les gens disent ah, j'aime bien ce que tu fais et tout, parce que j'ai un nombre d'abonnés et parce que je fais certaines vues, et je pense que ça peut m'apporter dans cette pyramide là une sorte de statut, tu vois. Et en fait, j'ai eu la chance de sortir un peu de cette bulle de TikTok. Et tu vois, quand je côtoie le monde du cinéma, je sens que je suis tout en bas de l'échelle, tu vois. Et pareil, quand je côtoie des gens qui font de la télé, quand je côtoie des comédiens. J'ai joué dans un film l'année dernière. Et en fait, je comprenais bien que tout le monde m'appelait le TikToker, tu vois, ça se foutait un peu de ma gueule. Alors que moi, dans ma bulle de TikTok, tout le monde était là, waouh, tu joues dans un film, c'est une dinguerie. Mais dans le film, j'étais tout en bas, tu vois. Et ça, en fait, je le vois un peu comme un défi. Mais en fait, d'un côté, c'est frustrant, bien sûr, ça fait jamais plaisir quand tu sens que les gens te respectent pas trop. Mais moi, je le vois et je me dis, waouh, j'ai envie de leur montrer, j'ai envie de... Tu vois, je me dis d'un côté, ok, TikTok, ça, j'ai réussi à me faire une place, maintenant je vais me faire une place ailleurs, tu vois. Et je trouve ça cool d'avoir ce défi dans un sens de... Tu vois, quand je vais sur un tournage, il y a pas longtemps, là, j'étais sur un gros tournage, je sens, tu vois, ils me connaissent pas, donc c'est pas qu'ils m'aiment pas personnellement, mais je sens qu'il y a pas vraiment de respect pour ce que je fais, ou il y a un peu ce truc de mépris. Et moi, quand je rentre chez moi, je me dis, ok, vous allez voir les gars, vous allez voir, laissez-moi un peu de temps. Et j'ai envie de... Enfin, je prends ça un peu comme un défi, et j'ai envie d'être reconnu partout, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Et je prends ça un peu comme un défi professionnel, tu vois. Tu dis laissez-moi du temps, ça, j'arrive. Est-ce que c'est vraiment une question de temps ? Tu disais aussi tout à l'heure, par exemple, Squeezie, il est moins invité sur les plateaux télé que Pierre Niney. Est-ce que c'est ça le but final, en fait, d'être invité sur les plateaux télé ? Est-ce que c'est quoi l'outil, enfin comment dire, la manière ultime d'être reconnu pour toi ? En fait, je dirais pas que c'est pas un but d'être invité sur les plateaux télé, on s'en fout. Mais c'est plutôt de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, tu vois. Et moi, j'aimerais beaucoup faire des formats plus longs et de la fiction plus longue, faire un film. Et aujourd'hui, tu vois, si t'es un mec tu vois, si t'es un... Comment dire ? Attends. Si t'es un mec qui est dans le monde de la télé, etc., ça va être plus facile pour toi de te faire produire un film. Si tu gravites autour du monde de Canal, tu vois, tu fais une petite série de sketchs à succès, un peu comme les mecs de Bref, etc., on peut te produire un film. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que déjà, les gens, ils vont t'entendre. Alors qu'aujourd'hui, moi, je peux te dire, regardez, je fais 30 millions de vues sur une fiction sur Internet. On va me dire, ah, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et en fait, c'est plutôt ça. J'ai envie de montrer aux gens que Internet, aux générations précédentes qui contrôlent un peu tout ça, tout ce monde de la création et tout, j'ai l'impression que pour eux, faire des vues sur Internet, c'est facile. Et du coup, c'est pour ça qu'ils méprisent ça, parce qu'ils se disent, bah, nous, on fait des trucs difficiles, toi, tu t'amuses dans ton coin et tu fais beaucoup de vues.
Et on l'a bien vu, Squeezie, quand il a été chez Ardisson il y a quelques années, il se fait terminer, il n'y a pas de respect. Alors que faites ce qu'il fait, ce qu'il fait et la longévité qu'il a, tout ça, moi j'ai beaucoup de respect envers ça, tu vois. Et le monde de la télé et le monde du cinéma, aujourd'hui, sont un peu en train de se casser la gueule parce qu'il y a de la concurrence. Avant, il n'y avait pas de concurrence parce que les gens ne pouvaient pas aller sur leur plate-bande. Et dès qu'on commence à aller sur leur plate-bande, ils se rendent compte que leur émission, personne n'en a grand-chose à foutre, que leur série, ça n'intéresse pas les gens. Et ils sont là en mode « c'est bizarre, machin ». Bah oui, c'est juste qu'avant, tu n'avais pas de concurrence. Maintenant, tu en as, tu es obligé de te dépasser, de faire mieux. Et tu sors de ta zone de confort, donc ça te fait bizarre. Et moi, c'est ça qui m'énerve un peu. C'est un peu ce truc de « vous vous rendiez pas compte que vous auriez pu faire mieux depuis des années, mais que vous étiez enfermé dans ce confort-là, vous pensiez que vous étiez les boss, c'est juste qu'on n'avait pas de téléphone qui filme assez bien, on n'avait pas Internet, tout ça. Et regardez, dès qu'on peut faire autre chose, on ne vous regarde plus. C'est parce que ce que vous proposez n'est pas digne de susciter notre attention. Et aujourd'hui, vous voulez notre attention, mais vous faites très peu d'efforts, tu vois. Et faites mieux les gars, tu vois. et alors que nous sur Internet, justement, tu vois, et c'est là où moi j'ai beaucoup de respect envers Squeezie, c'est que un mec comme ça, il a su rester au top tout le temps. Ok, il avait une bonne place au début, mais il s'est renouvelé tellement de fois. Il a imposé des nouveaux formats, il travaille de nouveaux formats, là, il teste des trucs dans la vraie vie, il teste des trucs en live. Et tu vois, c'est un mec qui repense son contenu beaucoup plus que la télé ou que des trucs mis en place. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui. Tu vois, même un mec comme MrBeast qui est au top de YouTube, j'ai l'impression que c'est un mec qui travaille ses formats tout le temps et pour qui jamais rien n'est acquis. Ouais. Alors que justement, la télé et le cinéma, là où ils ont merdé, c'est qu'ils ont cru que tout était acquis et qu'il n'y avait plus besoin de se casser la tête à faire mieux. Et pour moi, si tu penses comme ça, c'est que t'es fini. Et c'est pareil sur TikTok, c'est pareil sur YouTube. À partir du moment où tu crois que ça y est, juste le fait que tu sois là suffit à ce que la vidéo soit intéressante, c'est que tu te trompes. Et il faut toujours essayer de faire mieux, il faut toujours essayer de se renouveler, il faut toujours essayer de... Ça, c'est un truc, je trouve ça très important. J'espère que je ne serai jamais comme ça, il ne faut jamais croire que tu as fini le jeu et il faut toujours se donner à fond. Tu vois des acteurs de cet écosystème qui ont compris ça, qui sont peut-être un peu les premiers et tu te dis, lui, il a capté que quelque chose est en train de se passer. Et... De quel écosystème, tu veux dire Du cinéma traditionnel. Tu vois, qui se dit, je comprends... ou voir de la télé. Je comprends ce qui se passe sur Internet, c'est une opportunité à saisir. Je sais pas, après je regarde pas tellement la télé, donc peut-être qu'il y a des gens très bien là-dessus, mais j'en ai pas qui me viennent en tête. J'ai l'impression que Canal, ils font pas mal de choses avec des youtubeurs, Studio Bagel, ils ont lancé un truc avec Mister V. Ouais. Mais pas tout de suite. Ouais, mais je dirais plutôt des mecs genre Pierre Ninet, dans le sens où moi j'aime beaucoup ce qu'il propose, parce que c'est un mec qui est au top, tu vois, dans son monde du cinéma, il est très chaud. Mais il reste très ouvert à tout ce qui est Internet et c'est cool parce que c'est gratifiant pour lui parce que déjà ça fait que les jeunes le connaissent, les jeunes apprécient ce qu'il fait et c'est aussi gratifiant pour les gens qui le regardent parce que tu as envie de consommer les trucs d'un mec où tu sais qu'il a de l'intérêt pour toi, enfin pour toi, pas pour nous mais pour ce que les jeunes aiment et contrairement à d'autres comédiens qui peuvent être beaucoup plus fermés. Et en fait, je trouve ça cool parce que ça joue dans les deux sens, tu vois. Et ça, c'est cool d'un mec qui... J'ai pas l'impression qu'il méprise Internet. Et du coup, je suis peut-être plus ouvert à ces trucs parce que je vois que c'est un mec qui essaie de comprendre tout le monde et qui est le boss du ciné. Et du coup, tu dis, il est talentueux, il est trop fort. Et en plus, il a tout compris. Donc, tu vois, il en faut plus des mecs comme ça. Il y en a sûrement d'autres, mais je connais pas tout le monde non plus. Je me suis un peu vénère dans ce que je disais. Non, mais t'inquiète. Tu as raison. À balles réelles. Il faut leur mettre des coups de pied au cul. Je voudrais parler avec toi du nouveau programme pour les créateurs de TikTok. Ouais. Programme de monétisation. Donc pour contexte rapide, TikTok a lancé il y a quelques jours un nouveau programme qui va rémunérer beaucoup plus les créateurs qu'avant. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça va changer pour toi en tant que créateur de contenu? Est-ce que ça va changer quelque chose déjà? Et comment tu appréhendes cette révolution? En fait, TikTok, du coup, comme tu dis, a sorti ce programme qui rémunère beaucoup mieux les vidéos de plus d'1 minute. Et c'est très bien. Moi, je sais pas si ça va drastiquement changer mon contenu. J'ai toujours eu un contenu assez long sur la plateforme.
Et les fictions, par exemple, en fait, je me suis toujours battu au montage pour qu'elles rentrent dans la case d'1 minute. Et du coup, là, tant mieux, j'aurai moins à me casser la tête pour que ça rentre. Et tant mieux parce que déjà je vais gagner plus d'argent avec ça et ça va me permettre d'être moins dépendant des marques. Aujourd'hui je suis beaucoup dépendant des placements de produits et en fait sur TikTok le problème des placements de produits c'est que c'est une vidéo dédiée et ça veut dire que c'est une vidéo qui gravite que autour de la marque et c'est très dur d'intéresser les gens là-dessus, il faut toujours rester divertissant. Et contrairement à YouTube où par exemple tu sors un super concept, juste au début tu dis mon partenaire aujourd'hui c'est un tel et les gens regardent ou peut-être ils zappent cette partie mais au moins t'as tout le reste de la vidéo qui est bien. Nous sur TikTok on doit faire une vidéo qui parle d'un produit et qui doit faire des vues, c'est dur, on se prend beaucoup de la tête là-dessus avec mon équipe et c'est cool si on est moins stressé par ça parce que moi j'essaie toujours d'avoir des bons résultats sur les pubs parce que si tu te vends à un prix mais que derrière les marques elles voient que ça fait pas de vues sur TikTok, c'est un peu le début de la fin et comme je vous ai dit, je suis un peu matrixé par ça mais j'essaie toujours de faire mieux et c'est dur sur TikTok parce que c'est dur d'être toujours en croissance parce que en fait si ta vidéo marche pas c'est qu'elle est pas bien et c'est qu'elle intéresse pas les gens et c'est ça qui est cool je trouve dans ces formats courts, c'est que ça a aussi redistribué les cartes parce que même sur YouTube il y avait un peu ce truc qui se mettait en place de on est les boss, on fait 1 million de vues par vidéo, voire plus. Pourquoi on se remettrait en question ? Pourquoi on changerait notre manière de fonctionner, etc. Et ça commence à se mettre un peu en place. Et là, du coup, les cartes ont été redistribuées. Et ça y est, là, maintenant, sur TikTok, si ta vidéo, elle n'est pas bien, peu importe que tu sois Badzer, que tu sois, je sais pas, même MrBeast qui fait des TikTok, ou que tu sois Charlie D'Amelio, si tu fais une vidéo qui n'est pas bien, les gens ne la regardent pas. Elle n'est pas mise en avant. Donc j'aime bien ce truc qui te rappelle à chaque fois que peu importe le nombre d'abonnés que tu as, peu importe qui tu es, si la vidéo elle est nulle, les gens la regardent pas parce qu'elle est pétée. Et ça, je trouve ça bien. D'un côté, c'est super stressant, mais de l'autre, c'est bien créativement parce que tu es obligé d'aller plus loin à chaque fois. Et malheureusement, avec les pubs, des fois, je suis obligé de faire ma pub, tu vois, et pour gagner de l'argent parce que avant les vues me permettaient pas de vivre. Et là, si les vues me permettent de vivre, plus de produire des vidéos, trop bien. Je ferai moins de pubs pour... je gagnerai moins d'argent, mais moi je veux juste créer les meilleures vidéos possibles et si je peux sortir moins de pubs qui font moins de vues, tant mieux, tu vois. Ça te fait chier de faire des pubs ? Ça me fait pas chier, mais c'est juste que créativement c'est moins intéressant et je comprends que ça intéresse moins mes viewers aussi parce que je parle d'un produit ou d'un service, aussi bien soit-il, c'est dur d'être intéressant en parlant de... Je vais pas citer de marque, mais c'est dur d'être intéressant auprès du public en parlant d'une marque en particulier. Donc ça me fait pas chier, j'aime beaucoup, mais ça me permet de vivre, donc je les remercie, tu vois. Mais des fois c'est un peu technique, mais ça permet aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de financer des plus gros projets. On a envoyé des trucs dans la stratosphère, on va tourner dans la montagne, on produit des gros courts-métrages et tout. Donc c'est trop bien et je peux pas cracher dessus, je peux pas me le permettre. Ouais, c'est ce que je veux dire. Pourtant, tu fais partie des créateurs, je pense, qui se cassent le plus la tête pour les partenariats avec des marques. Tu fais vraiment des vraies vidéos, des vrais scripts, des vrais concepts, et pas juste un petit placement de produit rapide dans une vidéo, quoi. Parce que si je le fais, tu vois, si je me filme chez moi en disant regardez, ce café il est super bon, achetez-le, ça va même pas faire 10 000 vues. Donc tant mieux, parce que comme ça je tombe pas là-dedans. Et il faut plutôt que je me prenne la tête et tout pour être intéressant là-dessus, mais d'un côté c'est un challenge et c'est cool, mais même si des fois c'est un peu technique parce que quand tu te prends la tête sur... Il y a des trucs, c'est pas facile à caser, c'est pas facile à être divertissant dessus, mais je pense que je continuerai à en faire parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qui rémunère le mieux. Bien sûr. Et aujourd'hui moi je continue à investir de plus en plus dans les vidéos, donc il faut bien que je puisse gagner de l'argent quelque part, mais pour l'instant, moi, je retirais même pas mes sous de TikTok, tellement c'était dérisoire. Et là, si tu vois, sur une vidéo, tu peux gagner même 500, 600 balles, 1000 euros sur un gros truc, c'est bien parce que ça permet de produire d'autres trucs et c'est cool pour tout TikTok parce que je pense que ça veut dire que il y aura un peu ce truc à la YouTube où ça va se professionnaliser petit à petit et les gens vont pouvoir réinvestir et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui en avaient besoin parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui devaient avoir du mal à en vivre et c'est cool. Non, franchement, c'est bien. Au-delà juste de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est bien aussi pour la pérennité du format court et tout que ça existe. Ouais, les gens ne réalisent pas que c'est des heures et des heures de travail et qu'il faut bien financer ces heures de travail parce que si tu passes des heures à faire des vidéos, tu ne les passes pas à travailler sur un travail classique où tu es rémunéré. Nous là, on voit beaucoup de commentaires avec l'arrivée
cette nouvelle bêta TikTok avec les 1 minute. Mais il faut pas que les gens oublient que derrière, tu travailles, quoi. Tu as passé peut-être 4 heures à faire un script, tu as acheté une caméra qui coûte 2000 €. Donc, Ouais, en fait, moi je comprends les gens qui trouvent que les créateurs gagnent trop d'argent parce que à la fin de la journée, on est juste des mecs qui faisons des vidéos et je suis d'accord, on sauve pas des vies, on change pas le monde. Et moi, du moins, il y a des créateurs qui se battent beaucoup là-dessus. Mais je comprends que les gens aient du mal avec tout ça. Mais en fait, le fait qu'on gagne beaucoup d'argent, c'est parce qu'on touche beaucoup de gens. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, on paye cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir quand je fais une pub. Et je peux comprendre que le grand public a un peu de mal avec ça. Mais au bout d'un moment, en fait, ça dépasse. Moi, je sais que je travaille beaucoup en termes de quantité. Je travaille beaucoup plus que 35 heures. Je pourrais même pas te dire combien je travaille. Je m'arrête jamais, j'ai pas de week-end. Tu vois, hier, il y avait des gens chez moi, il y avait des potes à moi que j'ai pas vus depuis 6 mois. Ils étaient dans le salon, moi j'étais dans mon bureau en train de taffer. Et du coup, je compte pas mes heures, mais je comprends au bout d'un moment, tu vois, c'est comme un footballeur, peu importe à quel point tu es connu, c'est dérisoire. Bon, je gagne pas des millions, ouais. Mais... le salaire d'un créateur reste quand même très oui, éloigné ça d'un reste, Neymar. bien sûr, j'ai abusé. J'aimerais bien qu'on parle, Antoine, de ton process créatif. C'est quoi le cycle de vie d'une vidéo? Comment te vient l'idée? Quel est le parcours que tu traverses pour publier une vidéo? Comment on fait une vidéo? Y a Thibaut qui bosse avec moi, qui m'aide beaucoup là-dessus. Et en fait, on est deux. En fait, il arrive chez moi, on est posé autour d'une table et on parle des trucs qu'on a vus la veille, le soir, tout ça. Et en fait, on aime un peu les mêmes choses. On aime le ciné, on aime les trucs d'horreur, les trucs flippants. On aime raconter des histoires. Et très souvent, je lui dis, putain, hier j'ai eu une idée... Viens, on fait un truc sur une vidéo TikTok maudite. T'imagines, je scroll et je tombe une vidéo que personne n'a jamais vue. Il me fait et ça serait pas stylé que tu l'envoies à quelqu'un et le lien il marche pas. Je fais ouais, ça serait bien. Tu vois, et en fait, c'est comme ça. C'est beaucoup d'échanges. Et où des fois, il me fait t'as vu ça, un article qu'est-ce qu'on a fait récemment je sais pas, par exemple, il m'a envoyé un truc une fois. Il me fait regarde, un mec qui s'est fait larguer par sa meuf. Du coup, il a kidnappé son chien, il l'a tué, il lui a fait manger. Je fais quoi? C'est quoi cette dinguerie, tu vois? Il me fait viens, on le raconte, tu vois. Et en fait, ça part comme ça. Et on essaye toujours de raconter des trucs que nous on aimerait consommer. Et du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense, j'ai l'impression qu'on a formaté un peu notre cerveau aujourd'hui à toujours essayer de trouver une nouvelle idée. Et j'ai pas l'impression qu'on lutte aujourd'hui pour créer des vidéos. Quand on a moins d'inspi, on change de concept. Il y avait un moment, je faisais beaucoup de conseils de je vais jouer à la console dans des endroits insolites. Donc on a fait petit à petit des endroits de plus en plus insolites. Là, on a arrêté parce que les prochains endroits, ça coûterait trop cher. Et du coup, on fait comme ça. On prend un concept, on essaie de l'améliorer à chaque fois. Et au bout d'un moment, soit on arrête parce que ça nous lasse ou parce que ça lasse les gens, ou alors parce que ça devient compliqué. Et ce qui est bien avec les articles, en fait, j'ai jamais trop arrêté ce concept. Je le fais beaucoup moins. Mais des fois, je le fais, ça me permet de souffler aussi et de pas être que dans des fictions, dans des trucs. Puis même au montage, je monte toutes mes vidéos. Du coup, des fois, c'est cool d'avoir des montages un peu plus légers qui sont faits différemment. Et tu filmes avec quoi? Moi, je filme avec un A7C, Sony A7C. Ok. Mais qui est chez moi, qui est relié à mon ordi. Mais sinon, toutes les fictions, une grande partie des fictions sont filmées à l'iPhone. Mais on fait aussi des trucs à la RED. Mais il y a un peu ce truc de... Ce qui est bien avec les... Tu vois, ça, vraiment, ce que j'aime le plus sur les réseaux, c'est peu importe ta caméra, ça change rien. Et même des fois, avoir une trop bonne caméra, ça diminue tes vues. Ouais. Parce que les gens ont l'impression que c'est moins authentique. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que ça veut dire... Ça montre aux gens que t'as pas besoin d'avoir un iPhone à 1300 balles. T'as pas besoin d'avoir un appareil photo à 2000 balles. Tu peux avoir je sais pas, un Wiko ou tout ce que tu veux. Si ce que tu filmes est digne d'intérêt, les gens vont le regarder. Et ça, c'est trop bien aujourd'hui de pouvoir s'affranchir de la technique. Et le contresens, c'est que j'ai quand même des appareils qui coûtent cher parce que c'est un investissement là-dessus. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire des vues. Et aujourd'hui, on a tous un appareil photo qui a une qualité décente. Et tu peux même avoir un vieux iPhone 5 aujourd'hui en 2022 et faire des vues sur Internet. Donc, on n'a plus besoin de ça. Et ça, c'est cool. Parce que ça permet à tout le monde de créer. Il y a pas mal de tes vidéos où, en les regardant avec Armand pour préparer l'épisode,
on s'est demandé si c'était de la fiction ou de la réalité. J'ai l'impression que parfois tu joues un petit peu là-dessus, les vidéos récentes avec ton grand-père ou ton oncle. Est-ce que c'est vraiment ton grand-père? Est-ce que c'est vraiment ton oncle? Non. C'est que de la fiction à chaque fois? Ouais. Ça, c'est super intéressant que tu dises ça. En fait, moi, je me suis un peu... J'ai fait de la fiction et malgré moi, en fait, je me suis retrouvé un peu enfermé là-dedans. Et je fais de la fiction, mais en fait, vu que c'est du format court, je peux pas me permettre de dire aux gens c'est faux, c'est pas vrai, tu vois. Parce que en fait, déjà, si je le fais, ça va augmenter le temps de la vidéo, les gens vont swiper, donc elle va pas marcher. Et aussi ce truc de, tu vois, quand tu regardes un film, le film met pas pause et il y a pas un mec qui fait c'est faux, hein, ce que tu regardes là, c'est des comédiens, tu vois. Et du coup, moi, il y a beaucoup de choses que je fais avec des comédiens. Mon grand-père, c'est pas du tout mon grand-père, c'est un comédien. À chaque fois qu'il vient chez moi, il me coûte très cher. Mais c'est un peu à double tranchant parce que du coup, ça fait que je peux créer plein d'histoires qui fonctionnent et qui intéressent les gens. Mais en contrepartie, tous les jours dans la rue, les gens me disent ça, c'est vrai ou pas? Et en fait, c'est dommage parce que moi, je veux pas mentir, tu vois. Mon but, ça n'a jamais été de cacher la vérité ou de mentir ou de faire croire à certains trucs. Mais le revers de la médaille, c'est que des fois, il y a un max de gens qui me disent t'es un mytho, tu peux pas t'empêcher de mentir, tu peux pas t'empêcher de machin truc. Bah non, c'est des courts-métrages, c'est juste que oui, TikTok, il y a beaucoup de trucs qui sont vrais. Du coup, moi, j'arrive avec des trucs fictionnés et il y a une incompréhension des gens. Mais aujourd'hui, enfin, au début, c'était chaud. Hein. J'en dormais plus trop la nuit. Ma meuf, elle me disait... elle me disait arrête parce que je lisais les coms, tu vois, j'étais là, waouh, je me fais insulter par tout le monde et tout. Mais j'ai l'impression que les gens aimaient, ils ont juste accepté aujourd'hui. Déjà, ils ont commencé à capter que c'était ce que je faisais. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent j'adore tes fictions et tout. Donc c'est trop bien. Et les gens ont compris que moi je faisais de la fiction. Mais c'est vrai que c'est pas évident tout le temps. Comme tu dis, mon oncle et tout, c'est un comédien aussi. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que des fois je mélange des trucs vrais et des trucs faux. Ouais. Et j'ai du mal à faire comprendre aux gens quand c'est vrai ou quand c'est faux. Des fois, ça me paraît évident. Et des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Tu vois, j'ai même des membres de ma famille, des fois, qui me font ah, c'était trop bien ta fiction où t'es allé sur la Tour Eiffel. Je fais, mais c'est pas une fiction, ça c'était vrai, tu vois. Ils font, ah, ok, d'accord. J'ai pas reconnu papy dans la dernière vidéo. Et tu sais, ça, je me dis, ma famille, ils doivent se dire, mais c'est pas notre grand-père, lui, tu vois. Et ouais, ça c'est aujourd'hui, moi je dirais c'est mon plus gros regret sur TikTok, c'est que ça soit pas clair pour tout le monde. Et je sais pas comment faire. Mais c'est pas grave, je me suis dit vas-y, c'est comme ça. Du coup, au final, dans tes vidéos, il y a, je sais pas quel est le pourcentage, mais une bonne partie des vidéos qui sont des fictions, que ce soit des histoires que tu racontes ou alors que tu joues toi-même. Et au final, en regardant toutes tes vidéos, bon, déjà beaucoup de temps à passer à regarder toutes tes vidéos, mais on n'apprend pas grand-chose sur toi. En Raka, en tant que personne. Est-ce que c'est voulu pour te protéger? Est-ce qu'à l'inverse, t'aurais envie de partager plus sur toi, sur ta vraie vie? Ouais, j'aimerais trop. C'est un peu ça que j'envie aux youtubeurs, c'est que de par leur format beaucoup plus long, ils ont le temps de faire des blagues, ils ont le temps d'être eux-mêmes. Et moi, j'ai un peu le sentiment de ne pas avoir le temps d'être moi-même. Et tout est très cuté, tout va très vite. Comme je t'ai dit, j'ai enlevé les blagues des articles pour que ça fonctionne mieux. Et aujourd'hui, quand je fais des trucs où je suis plus moi-même, ça fonctionne moins bien parce que ça va moins vite, parce que tout ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais ils ne me connaissent pas personnellement. Et du coup, c'est un peu un petit truc où je me dis, ah, c'est dommage. Puis je vois bien, il y a plein de gens les gens ne connaissent pas mon vrai caractère. Et ils connaissent juste ma voix de « il m'est arrivé un problème », tu vois. Et j'essaye de transformer un peu ce contenu pour qu'il me ressemble un peu. Enfin, il me ressemble, mais c'est vrai que je parle jamais de ma vie, je parle jamais de. Enfin, j'essaye, mais c'est compliqué. C'est compliqué en fait de faire une vidéo qui marche où je parle de moi, sûrement parce que ma vie n'est pas si intéressante que ça. Mais j'aimerais bien parce que moi j'adore quand je regarde des créateurs de YouTube ou quoi. Je me dis putain, je l'aime bien lui, tu vois, j'aime bien sa manière de faire des blagues, sa manière de me raconter sa vie. Et ce que j'aime bien, tu vois, chez un Michou, chez un Inox et tout, c'est qu'il est grave transparent. Ouais. Il fait une vidéo d'1 heure et il se prend beaucoup moins la tête sur le montage, j'imagine, même si il doit beaucoup le taffer. Mais il laisse des moments où ça foire, il laisse des moments où il filme le mauvais truc, où le focus n'est pas bon et tout. Là où moi, dès que c'est pas super efficace, je le coupe en fait. Et très souvent dans mes vidéos, quand je les écris, quand je raconte une histoire, tu vois, il y a toujours l'histoire qui évolue, t'as la résolution, et après t'as un petit truc normalement où
tu répètes un peu la même chose, mais tu poses l'atmosphère. Et voilà, par exemple, quand je raconte un peu un thread d'horreur où il y a une meuf qui se fait agresser et tout, à la fin, tu vois, tu dis, mais aujourd'hui, tout va bien, etc., etc. Et cette partie, je suis obligé de l'enlever parce que je sais que tout le monde va swipe avant. Du coup, je l'enlève pour des questions pour que ma vidéo soit mise en avant, pour qu'elle fasse un bon watch time, pour que TikTok commence à la mettre dans les pour toi. Et du coup, y a des gens qui m'envoient des commentaires qui font « Mais c'est passé quoi après, on veut savoir ?» Et je fais « Bah oui, moi je l'ai tourné, mais au montage, j'ai vu que tout le monde allait partir, donc je l'ai pas mis. » Et c'est là où moi je souffre un peu, c'est que j'ai pas le temps d'étaler qui je suis vraiment. Mais vas-y, c'est un problème, ça va, c'est tranquille quand même. Tu peux nous raconter ton histoire avec Ibra? Ouais, ça justement c'est un putain d'exemple d'incompréhension de fiction pas fiction. L'histoire avec Ibra, c'est 100% fictionné et j'ai été payé par Ibra pour ça, tu vois, c'était un placement de produit parce qu'en fait Ibra, il faisait un gros concours sur son Insta où il faisait gagner beaucoup de choses et déjà Ibra et son équipe, c'est des génies du marketing et ils ont fait ce gros concours pour plein de raisons et nous ils nous ont contactés, il fallait avec Vito qu'on écrive une histoire pour faire parler de ce concours. Et du coup, on a écrit cette histoire de voitures qu'on a custom et tout. Mais d'ailleurs, dans cette histoire, il y a aussi une partie réelle. En fait, je développe pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. C'est une de mes vidéos les plus vues, je crois. Il y a peut-être 15 millions de vues au total ou un truc comme ça sur YouTube, Insta et TikTok. Et en fait, il faisait gagner une voiture dans son concours. Et nous, on voulait la customiser. Et du coup, on l'a customisé, sauf que on l'a customisé d'une manière qui plaisait pas à Ibra. Et en fait, quand il est arrivé dans la vraie vie, il savait qu'on allait la customiser. Mais quand il l'a vu, il était vraiment vénère. Il n'était pas du tout violent, il n'était pas du tout méchant. Mais il a fait, les gars, c'est pas beau, tu vois. Et ce qui est bien avec Ibra, c'est qu'il est cru, tu vois. S'il aime pas, il va te le dire. Et, ça, c'est pour de vrai. Pas de ça, c'est pour de vrai. Et du coup, cette voiture, le pare-brise était un peu abîmé. Et là, avec Vito, on se concentre un peu, on fait putain, on a merdé, ils aiment pas la voiture, dommage et tout. Et Ibra, il fait bon, je dois aller casser le pare-brise, de toute façon, on doit le changer. On fait attends, viens, on le filme, ça. Et on dit que t'es tellement vénère, on dit que t'as pas aimé le custom, que t'es tellement vénère que t'as cassé la voiture, et tu nous engueules et tout, tu vois, on improvise un peu sur le coup. Ibra, il était là, ok, pas de souci. Et du coup, on a improvisé ça, il a cassé le pare-brise. Et moi, j'ai fait comme si, en fait, dès le début, j'ai fait comme s'il n'était pas au courant qu'on avait custom la voiture. Il était au courant. Mais il a vraiment pas aimé. Il était un peu vénère, mais il n'était pas du tout violent. Tu vois, c'est un mec réfléchi. Il n'allait pas nous casser la gueule non plus. Heureusement. Heureusement, parce que il nous aurait démonté. Mais voilà, il a joué le jeu et tout. Et ça, en fait, ça a énormément marché. Je crois qu'il y a 7 millions de vues, ou peut-être 6 millions de vues sur TikTok, sur juste cette vidéo-là. Parce que c'est un personnage d'Ibra qui est très fort et on a tous envie qu'il s'énerve, tu vois, il est super musclé, il est super énervé et t'as un peu cette envie que ça parte en couille, tu vois, quand il est là. Et là, ça partait en couille et il faisait un peu des trucs de mec vénère. Donc, je comprends que ça ait marché, mais il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais t'es un mytho, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et même dans la rue, il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient « C'est toi qui as emmerdé Ibra, t'es trop con et tout, et t'es dégueulasse ta voiture ». Et là où je me suis dit « Ah ouais, mais ils comprennent pas que il était ok, tu vois ». Et c'est ça où... Ça, j'en ai un peu souffert, même si c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais ce truc de... en fait, j'aime pas que les gens aient l'image de je suis un connard qui a cassé une voiture, tu vois, qui a peint une voiture. Et je me dis, pour mon image, c'est pas cool parce que dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Et il y en a qui pensent que du coup, j'ai été comme ça, que j'ai pris la liberté de peindre sa caisse, mais c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, je crois que les gens ont compris que c'était des fictions. Mais justement, tu vois, là, il a arrêté la fiction. Ouais. Et du coup, maintenant, ils croient que tout est faux. Même quand je raconte un truc vrai, ils disent « Ah, trop bien ta fiction !» Je fais « Non, mais ça, c'est une anecdote sur moi petit, les gars. » Et voilà, je peux pas tout contrôler, malheureusement. Tout à l'heure, on marchait dans la rue avec Max et on a vu un truc accroché sur un poteau. Ouais. Il y a marqué que Game of Thrones recrute son prochain personnage principal. Tu vois les petits papiers, je montre à la caméra. Les petits papiers où tu dois arracher des petits bouts. Ouais. Et sauf qu'il y avait marqué qu'il fallait répondre à une série de questions pour pouvoir avoir le rôle. Donc je te laisse arracher les petits bouts du papier. Est-ce que c'est une fiction? Tu vois, t'es comme les petits trucs là. Ok. Donc, sur chacun des papiers, t'as une question. Ah, il y a une question derrière. Bon, t'as vu toutes les questions. Ah, faut pas... non, j'ai pas, non, pas vu. T'inquiète. J'en arrache un? Ouais, tu peux en arracher plusieurs si tu veux. Du milieu. Et on te laisse répondre à la question. Si je veux jouer dans Game of Thrones. Mon acteur préféré,
Alors la question c'est acteur préféré, homme ou femme? Ouais. C'est un peu technique, j'ai pas trop d'acteurs préférés. Je dirais une des personnes que j'admire le plus, j'en ai parlé, c'est Pierre Ninet, parce que j'aime beaucoup sa manière de... En fait, j'aime bien les gens qui sont humbles et qui croient jamais qu'ils ont dépassé les limites du truc et tout. Et lui, je le connais pas du tout personnellement. J'ai pu lui poser 2-3 questions, mais il avait l'air, tu vois... Bon, je m'éparpille encore une fois, mais par exemple, au César, j'ai pu poser des questions à plein de comédiens français. Et Pierre Ninet, c'est un de ceux qui s'est le plus arrêté et qui a le plus joué le jeu. Et je lui posais une question totalement décalée par rapport au film qui représentait ce soir-là. Et tu vois, il était plein de good vibes, il a rigolé. Et voilà, là où d'autres gens me prenaient de haut, et quand je posais des questions, j'étais machin, tu vois. Et déjà, le cadreur qui me filmait avait un iPhone. Donc ils savaient que c'était pas pour une grande chaîne de télé, donc ils en avaient un peu rien à foutre. Là où Pierre Ninet s'est arrêté pendant très longtemps, enfin pas très longtemps, mais il s'est arrêté comme si j'étais n'importe quel journaliste, et ça je trouve ça cool. Donc voilà, je dirais que c'est pour ça que c'est un de mes acteurs préférés. Tu peux en arracher encore un ou deux. T'avais une contrainte à 16h, je crois? Ouais, mais si vous voulez, on va dire 16h30. Je dois tourner, je regarde juste... Non, c'est bon, je pense que je peux rester encore un peu. Tu peux détruire le papier, hein, c'est pas grave. Non mec, je le garderai toute ma vie. Une collab what the fuck. Une collab what the fuck. Il y en a eu beaucoup, hein. que tu aies réalisé ou pas. Ça peut être aussi une demande de collab. Ah, une demande de collab. Ouah, j'en ai eu plein. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que la fiction pouvait mettre en avant... que ça soit une marque ou même quelqu'un, il y en a plein qui me contactent, et il y en a avec qui j'aimerais faire des trucs par plaisir, mais j'ai plus le temps aujourd'hui. Mais sinon, des comptes vraiment what the fuck, qu'est-ce qu'on m'a demandé? À part les pubs pour des sextoys, les trucs comme ça, je saurais pas quoi vous dire. Mais déjà, n'empêche qu'une glace au kebab, c'est quand même bien what the fuck. Et je dirais que c'est celle que j'ai faite, en tout cas, c'est la plus what the fuck dont je me souvienne. Parce que les gens pouvaient vraiment acheter une glace au kebab. Hein. C'était pas une OP ponctuelle. Dans toute la France, on pouvait, pendant 1 ou 2 semaines, il me semble, avoir gratuitement des échantillons de la glace au kebab. Et ça c'était cool. Incroyable. T'as goûté? Ouais, on l'a goûté et c'était dégueulasse. Désolé pour ce qu'on a créé avec Vito. Vous avez créé un monstre. C'est vrai. Et t'as une idée des retombées que ça a eu pour Yogurt Factory? Est-ce qu'ils t'ont partagé peut-être l'augmentation de l'affluence ou... Ouais, déjà, en même temps que ça, on leur a créé un compte TikTok et ils ont eu 50 000 abonnés en 10 jours, je crois. Et eux, ils disaient qu'ils avaient, je crois que... je me souviens plus exactement, mais je crois qu'ils étaient très contents de la fréquentation dans les magasins. Okay. Ils disaient qu'il y avait énormément de monde qui venait pour demander la glace au kebab. Incroyable. Donc ça veut dire qu'on avait bien taffé. Non, franchement, ça... celle-là, on était très fiers de ce qu'on avait fait, parce que c'était un peu marrant et c'était clairement sponsorisé par la marque. Mais tu vois, ça leur donnait une image de marque rigolote qui accepte les défis et tout. Et ils ont été trop cool pour ça et c'était cool. Ça a vraiment pris de l'ampleur. C'était bien. Vraiment, j'ai kiffé. Trop cool. On te laisse tirer. Prochain papier. Si tu le veux vraiment, le job pour Game of Thrones, je le veux vraiment. Il va falloir répondre aux questions. Une de tes histoires qui t'a déjà fait flipper. Qu'est-ce que ça veut dire? On se demandait tout à l'heure en regardant tes vidéos, tu racontes beaucoup de threads d'horreur ou d'histoires qui font flipper. Est-ce que tu es déjà tombé sur une histoire qui toi-même t'a fait flipper au point de ne pas endormir la nuit? Non, il y en a pas qui m'ont fait flipper. T'es devenu insensible? J'ai l'impression que je suis devenu un peu insensible. Mais il y a c'est toujours un truc que j'ai kiffé moi depuis longtemps, les films d'horreur, mais il y a un truc que je m'étais toujours juré de pas faire, c'était du Ouija. Et je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait flipper, parce que je me dis, personnellement j'y crois pas. Tu vois, je crois pas qu'on puisse communiquer avec des esprits avec une table en bois, une planche en bois et tout. Mais dans le doute, je me suis dit, j'essaierai pas, parce que je crois que ça existe pas, mais vas-y, au pire j'essaie pas, tu vois. Et là, pour un court-métrage, ce qu'on va tourner là dans 1 heure, c'est une histoire, c'est une séance de Ouija qui dérape, tu vois. Et du coup, j'ai dû en acheter une qui est chez moi. Et là, tout à l'heure, je vais devoir faire semblant de jouer et tout. Et je suis un peu mal à l'aise avec ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui y croient, et j'ai un peu l'impression de blasphémer le truc, parce que moi, du coup, je vais devoir faker qu'il se passe quelque chose et tout. Mais bon, c'est ce qu'ils font dans les films d'horreur, hein, ouais.
Et voilà, mais je suis un peu mal à l'aise avec ça parce que on sait pas, tu vois. Si jamais ça marche. Imagine, ça bouge tout seul, là. Waouh. Et un truc que je me dis maintenant, c'est que si jamais il m'arrive un truc paranormal, plus personne va me croire. Tu vois. Je me dis, voilà, ça c'est dommage. Je prends un autre papier. Allez. Vas-y, fais-toi plaisir. Le god de YouTube. Le meilleur youtubeur. Le meilleur youtubeur mondial. Mondial. Ou français, si tu veux. C'est toi qui décides. Français, je dirais actuellement celui qui me fait le plus rire, c'est Mr V. Mais aujourd'hui, il est un peu moins présent. Mais je sais que moi, quand j'ai commencé les vidéos, c'était c'est toujours le boss, mais c'était vraiment le boss de fou. Et j'admire un peu son parcours et il me fait beaucoup rire. Mais sinon, je dirais aujourd'hui quand même Squeezie, ces nouveaux formats là qui sortent, qui ressemblent un peu à des émissions télé, etc. Je trouve ça très efficace. Et tout ce qu'il fait, en général, j'aime bien. Donc, je dirais lui quand même. Il faut partager une passion des threads d'horreur avec Squeezie. Ouais, c'est vrai. Même si je le connais pas personnellement, donc on a un peu des amis en commun, entre guillemets. Mais je sais pas à quel point il aime ça et j'ai l'impression que j'aime les trucs un peu plus vénères que lui. Donc je sais pas à quel point on se ressemble, mais c'est vrai qu'on a un peu ce truc-là en commun. C'est un auditeur régulier du podcast, donc il sera content de voir que tu l'as cité. Je t'en prie. Ah pardon, je suis pas concentré. T'inquiète. C'est le... Un DM marquant d'un abonné. Un DM marquant d'un abonné. Faut savoir que moi, je suis un peu... Tu vois, recevoir des DM des abonnés, c'est un peu un truc que je fantasmais, entre guillemets, quand j'étais créateur en devenir. Je me disais, ça doit être trop bien de recevoir des DM tout le temps et tout. Ça doit être grave divertissant, tu lis ce qu'ils te disent et tout. Et en fait, j'ai l'impression que soit tout le monde dit la même chose, soit c'est beaucoup de trucs inintéressants. Et en fait, c'est normal, tu vois. Des gens, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens des gens qui auraient des trucs censés à le dire, ils osent pas le dire. Et du coup, ceux qui t'écrivent, c'est ceux qui veulent soit te faire une blague, soit qu'ils attendent un service de toi. Tu sais, il y en a beaucoup qui t'écrivent, des abonnés qui font tu peux faire ça pour moi, tu peux faire ci. Et du coup, il n'y a pas grand-chose de très marquant. Je sais qu'une fois, il y a un mec qui m'a... Il y a un truc qui est marrant, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a un mec, à chaque fois que je mettais un polo, il m'envoyait un message. Et il me disait aujourd'hui, tu es en polo. Et si je mettais une chemise, il disait trop beau en chemise, mais je préfère quand tu as ton polo vert. Et tu sais, quand tu regardes les DM, tu vois tous les anciens DM qui t'envoyaient. Et à chaque fois, il parlait de polo. Et je me suis dit, mais je n'ai aucun polo. Genre, j'ai pas de polo, tu vois, je mettais que des t-shirts. Et j'avais retrouvé qu'il parlait d'un truc pour un court-métrage. En fait, je jouais un mec qui s'habillait super mal. Et du coup, j'avais un polo vert dégueulasse. Et lui, il le kiffait visiblement. Il m'en parlait dès que je mettais une story, il me parlait de mon polo. Et dédicace à toi si t'écoutes ça. Aujourd'hui, j'ai acheté un polo depuis cette histoire. J'ai un polo, mais que je mets pas souvent. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ? Je sais pas. C'est tiré par les cheveux. TikTok. Ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir de création de vidéo dans la vie. Question libre. Question libre. C'est un peu technique, mon meilleur souvenir de vidéo, je dirais... attends, c'est un peu... Il y a quoi où vraiment je me sentais trop bien après quand j'étais invité au Festival de Cannes, quand même si, comme je vous ai expliqué, il y avait un peu ce truc de... j'avais l'impression d'être tout en bas d'une pyramide et de pas être vraiment légitime d'être à cet endroit. Il y avait un peu ce truc de... Je me disais, waouh, c'est fou quand même, croiser des restats de fous. Et j'avais quand même une part de moi qui était super contente et super... c'est la première fois que j'étais un peu fier de ce que je... Enfin, je suis jamais vraiment fier de ce que je fais. Je ressens toujours un peu le truc de... Je suis une fraude, tu vois. Mais là, il y avait un truc que je kiffais quand même, tu vois. Je me disais, je vois ça de mes propres yeux, c'est cool. Et c'était quand même un sacré souvenir. Merci aux gens qui m'ont permis ça. C'était vraiment cool. Mais ouais, on n'en a pas trop parlé, mais au-delà du fait d'arriver dans une zone qui n'est pas la tienne et du coup, tu es tout en bas, il y a aussi ce truc de... j'ai l'impression que... Ça, je crois que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, très souvent, moi, je suis chez moi, je regarde mon profil TikTok et je me dis, waouh,
pourquoi les gens ils m'aiment en fait, tu vois, il y a rien de... Enfin, je sais même pas si les gens m'aiment, tu vois, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça. Mais des fois, je regarde le chiffre de mes abonnés et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de bien sur mon compte, tu vois, et je regarde, je me dis, ça c'était pas bien, oh là, ça c'était horrible, ça, putain, on aurait pu me le faire mieux. Et tu vois, et voilà, on n'a pas abordé ce truc-là, mais ça c'est un truc qui existe. Et du coup, j'aimerais bien me parler avec des créateurs beaucoup plus gros, tu vois, un Joyka, un Squeezie, un Mastu, pour savoir s'ils ont la même chose que ce même sentiment que moi. Mais moi, en tout cas, c'est un truc même tous les jours, tu vois, tout le temps, quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis... c'est pas que j'ai le sentiment de pas me donner à fond, à chaque fois je me donne à fond, mais avec du recul, je me dis, c'était pas si ouf que ça, tu vois. Voilà. Mon projet le plus ambitieux. Mon projet le plus ambitieux, je pense que je l'ai un peu leaké tout à l'heure. T'as fait un petit teasing. Je pense que je peux le dire. Déjà, on est vers la fin du podcast. Vous n'avez pas le droit de le mettre au début, celui-là. Puis personne n'écoute. Mais ouais, avec Thibaut, on a écrit un film. Et on est actuellement en train d'essayer de le produire, etc. Et c'est le projet le plus ambitieux que je fais jusqu'ici parce que même si on a fait beaucoup de courts-métrages et tout, un film, ça n'a rien à voir. Et ambitieux parce que, comme je vous disais, j'ai grave cette envie en moi de montrer au monde du ciné que on vient d'Internet et qu'on peut le faire, et qu'il y a 2 ans, personne ne me connaissait. J'étais inconnu et on peut... En fait, je veux surtout montrer que les portes du cinéma ne sont pas si dures à atteindre. C'est surtout ça que je veux montrer. Après, peut-être que je vais me casser la gueule. Peut-être que tout le monde va s'en battre les couilles de mon film. J'espère pas. Mais si je le fais pas, je pense que je me dirais c'est dommage de pas l'avoir tenté, tu vois. Et c'est grave un truc qui me brûle de l'intérieur. En fait, c'est mon rêve le plus fort aujourd'hui. Au-delà de juste faire un film, c'est d'avoir réussi à atteindre un monde que je pensais inatteignable. Et c'est même pas le succès d'estime ou le succès financier ou quoi. Et c'est plutôt juste de me dire waouh, mais en fait c'est mon film, ça, tu vois. Et maintenant, chaque fois que je vais au cinéma, chaque fois que je vois une affiche de film dans la rue, je me dis j'espère qu'un jour il y aura la mienne. Et voilà, c'est mon projet le plus ambitieux. Très stylé, on a hâte de voir ça. Ah, merci. Tu peux dans les salles, ça va être un film d'horreur, un peu stressant. Ouais, film d'horreur. Okay. Et j'ai toujours été très fan de Paranormal Activity, de Projet Blair Witch, des films qui ont coûté que dalle. Moi, j'ai déjà des TikTok qui ont coûté plus cher que Paranormal Activity. Le film là, a coûté, je crois, 13 ou 15 000 $. Et, je crois que c'est le film le plus rentable de tous les temps d'un point de vue investissement retour. Et ça, je trouve ça génial. Moi, je suis passionné par les succès stories comme ça, comme dans les grosses boîtes de tech et tout, des mecs qui font un petit truc et ça devient un truc énorme. Et si je pouvais choisir, j'espère qu'un jour je ferai un truc comme ça. Donc c'est un film qui a pas une grosse prétention de budget. Déjà parce que j'ai envie aussi de le produire moi, d'un côté, parce que j'ai envie d'avoir le sentiment de c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Il y a un producteur qui m'a appelé, il m'a dit je te file 1 million et tu fais un truc. Bon, déjà ça, je pense que ça arrive jamais. mais voilà, pour rebondir là-dessus. C'est vrai que Paranormal Activity, je me souviens l'avoir vu au cinéma, ça m'avait traumatisé. J'étais au lycée ou je sais pas quoi. Et je me souviens m'être dit justement alors je sais pas exactement quel était le matos utilisé, mais ça avait pas l'air d'être des images d'une qualité exceptionnelle, ce qui rendait le truc encore plus plausible. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de pas besoin d'avoir une RED pour filmer en 8K ou je sais pas quoi. Au contraire, ça rend le truc encore plus flippant. Mais ouais, et ça, c'est ce que je trouve trop bien, et c'est ce que j'adore aussi sur les réseaux, comme je disais tout à l'heure, c'est que on est dans un monde où la technique importe plus, tu vois. Et alors que moi, j'ai toujours été super fan de technique. À un moment donné, j'étais super focus là-dessus. Tu vois, quand j'essayais de percer sur YouTube, je me disais ça marche pas parce que j'ai pas le GH5, tu vois. Et aujourd'hui, je sais que non. Mais moi, j'étais grave focus là-dessus. Et oui, comme tu dis, c'est des films qui ont pas coûté beaucoup. Et comme quoi, en fait, les moyens que vous mettez, on s'en fout. On veut une bonne histoire, on veut un bon truc. Et je crois que c'est un peu ma base maintenant, c'est peu importe ce que tu fais, ça sert à rien de... Enfin, le contenu est trop... Le pourcentage de... Enfin, je me perds dans ma phrase, mais vas-y, faites des trucs bien, mais on s'en fout avec quoi vous filmez, quoi. Le fond importe plus que la forme. Ah, exactement, voilà. Quel poète. C'est beau ce que tu dis.
Introverti ou extraverti? Je pense que je suis énormément introverti. Je pense que il y a beaucoup de gens qui disent quand je me suis mis à marcher sur YouTube, ça m'a beaucoup sorti de ma bulle et je suis devenu un peu plus extraverti. Moi, j'ai l'impression que ça m'a renforcé dans ma bulle. Et voilà. Est-ce que c'est si intéressant? Non, mais on se dit, tu vois, que tu as des millions d'abonnés, tu fais quand même des vidéos où tu te montres très souvent. Parfois, tu pars à l'aventure, tu fais des challenges. Moi, je repense au challenge McDonald's, tu sais, où tu te fais livrer par un drone et que tu passes la nuit au bord d'une falaise. Enfin, c'est un truc incroyable. Et de l'autre côté, on a l'impression que tu es quand même aussi introverti, que tu passes beaucoup de temps avec toi-même, à réfléchir à tes scripts, à tes contenus et tout. Donc, on se posait la question. Ouais, je pense que je suis vraiment très introverti. Je le suis depuis petit. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que quand je tourne que je le suis pas vraiment. Mais en même temps, je suis face à rien, tu vois. Je suis face à une caméra et très souvent, je suis tout seul. Et en fait, quand c'est pas pour le travail, bah, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens ou quoi. Et c'est une manière d'être, tu vois. J'aurais aimé être un peu plus extraverti. Mais j'essaie de faire des efforts là-dessus, mais c'est dur de fou. Et mais au moins comme ça, j'ai plus de temps à réfléchir à mon contenu. En fait, j'ai toujours un peu ce truc j'essaie de me faire remarquer par mon travail. Et tu vois, par exemple, j'ai déjà fait des soirées où il y a mes créateurs préférés à côté. J'ose pas aller leur parler parce que je me dis toujours, putain, ils vont me dire, c'est qui lui? Ils vont regarder ce que je fais, ils vont trouver que c'est pas ouf, tu vois. Et je me dis, je préfère que mon travail brille pour moi et j'espère attirer leur attention un jour comme ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire les meilleurs trucs possibles. Mais ouais, je pense que c'est aussi parce que je suis très introverti et que j'ai très peur de parler aux gens. Mais ça, on me l'a déjà dit aussi. On m'a déjà dit, pour des marques, j'ai déjà rencontré des gens, ils me disent « Oula, mais t'es pas du tout en vrai comme dans tes vidéos. Dans tes vidéos, t'as l'air grave hautain, t'as l'air grave sûr de toi et tout. » Et j'étais « Ah bon, bah, je savais pas. » Et maintenant, j'en ai conscience. Je le maîtrise pas, mais j'en ai conscience. On a vu aussi tes vidéos, je pense qu'ils datent du tout début. Tes premiers gros succès, ou celles où tu t'allonges par terre face au sol. On s'est dit, ouais, il faut quand même avoir un certain niveau de balls pour faire ce genre de choses en plein milieu de la rue. Ça a dû te prendre un petit peu d'énergie mais mentale. Il y a un peu ce truc de... Moi, je vous ai dit, j'ai grandi dans un petit village du sud-ouest où il y a beaucoup de jugements, j'ai l'impression. Et ça vient sûrement des petites villes. Et en fait, dès que tu fais un truc un peu bizarre, tout le monde s'en souvient, tout le monde te juge, tout le monde machin. Du coup, il y a un peu ce truc de tu dois jamais trop sortir de la norme. Et quand je suis arrivé dans les grandes villes, que ce soit Bordeaux, Paris ou quoi, mais je trouvais que c'était une dinguerie comment les gens ils s'en foutaient. Et du coup, j'ai eu ce personnage-là qui s'appelait Xavier Ludovic. Mais c'est ça qui marchait aussi un peu sur mon Insta avant, où je m'allongeais dans plein d'endroits. Et attention, un escalator, dans le métro, des endroits farfelus. Hein. C'est ça. Et en fait, ça, j'aimais bien parce que c'était aussi une façon de sortir de mon introversion, tu vois. Mais ouais, je me rappelle, j'ai beaucoup été fasciné par ça quand je suis arrivé dans les grandes villes. En fait, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Et je pense que c'est aussi pareil dans les petites villes. Mais j'étais persuadé que non. Alors que bah, c'est des faux jugements. On va te dire, t'es chelou, mec. Pourquoi tu fais des vidéos trucs comme ça. Mais il y a un peu ce truc qui est bien dans les grandes villes, c'est que si tu fais un truc bizarre, personne ne se souviendra de toi. Parce qu'il y a trop de gens qui font des trucs bizarres. Mais s'il y a des gens qui écoutent ça et qui hésitent à se lancer, il faut le faire. Peu importe ce que pensent les gens, c'est très important parce que moi, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je crée. Et juste de savoir que des gens regardent ce que je fais, je trouve que c'est une sensation et c'est un épanouissement que j'avais jamais eu avant, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Très, très beau mot de la fin. On arrive vers la fin, je pense que on peut conclure. Déjà, Antoine, on voulait te poser une question avant de finir. J'allais l'oublier. Quel est mon salaire? La fameuse. Non, ça, on la garde pour l'épisode 2 du podcast. S'il y a un créateur qu'on devait inviter pour un épisode de podcast, tu nous recommanderais ou tu penses à qui? Qui serait selon toi le créateur invité? Bah, vous avez déjà invité Vito. Ouais. 2 fois même, tellement il y a de trucs à dire. C'est une bonne question. J'ai personne qui me vient en tête tout de suite. Je vais y réfléchir. Mais des gens intéressants, il y en a plein. Je sais pas qu'il y en a pas, mais j'essaie de trouver vraiment le plus intéressant.
Le créateur avec qui t'aimerais passer peut-être 1 heure à discuter? Il y en a plein. Aïe. Il y en a plein, mais je les connais pas. Genre, j'ai pas les contacts, tu vois. Je saurais pas vous dire. Ok. Je suis Bon, désolé. on va garder Squeezie, le temps que tu nous trouves. Si vous arrivez, On lui a envoyé un DM, il n'a pas encore répondu. Je pense qu'il était un peu occupé ce week-end. ouais, je pense qu'il était en train de conduire, mais Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour Merci à ces vous. un peu moins d'1 heure et demie passées ensemble. On a même dépassé ton petit délai. Donc, merci Ouais. beaucoup. C'était très cool de discuter ensemble. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là après 1 heure et demie. vous êtes courageux, les gars, parce que je sais pas si c'était si intéressant que ça. C'était, je pense, très intéressant, surtout pour ceux qui sont encore ici. J'imagine que c'était intéressant. Si on peut abuser de votre gentillesse et de votre attention, on vous demande d'aller mettre un petit avis sur soit Spotify, Apple Podcast ou même un commentaire sur YouTube. Ça nous fera toujours plaisir. Et voilà, merci à tous. Faites-le, les gars, c'est en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais le meilleur moyen de soutenir un créateur, c'est mettez juste 3 mots dans un commentaire et ça aide énormément, donc c'est cool. C'est vrai. Faites-le, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci à vous.